Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On attend l'arrivée de quelques invités. Il y a une manifestation hebdomadaire de soutien pour la Palestine. Mesdames, Messieurs, à une époque où le contrôle et l'industrie de l'information par l'ignorant, le superficiel, le raciste, le criminel, le fasciste et le sioniste se renforcent. Nous recevons un homme qui a pratiqué le journalisme avec sincérité, car il a associé l'information à la crédibilité, ce qui lui a coûté bien cher. Dans cette situation, vous avez le choix entre le silence et la rébellion, et celle-ci que notre invité a choisi pour le bien de la vérité, mais aussi pour celui de l'humanité. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, dans le cadre de CRI International Voix des Victimes, en partenariat avec Kios et Investigation Action, de recevoir notre cher ami Jean-Baptiste Rivoire, rédacteur et fondateur de Investigation Off, un homme libre qui a insisté à pratiquer le journalisme libre et crédible. Merci infiniment, Jean-Baptiste Rivoire, d'avoir accepté notre invitation. Et je cède la parole à notre cher ami, l'historien Sébastien Chazot, pour la modération. Merci infiniment. Merci. Merci de présenter notre invité, Jean-Baptiste Rivoire. C'est un journaliste d'investigation français. Il a travaillé comme reporter d'image à France 2 et France 3, comme grand reporter également au sein de l'agence CAPA. Il a ensuite travaillé pour les émissions 90 minutes, c'était la française, l'émission française, 90 minutes, et spéciale investigation sur Canal+. Il a également été délégué syndical des CGT au sein de cette chaîne. Il a réalisé de nombreux reportages, je cite Venkala, autopsie d'un massacre, Algérie, la grande manipulation, Attentat de Paris, enquête sur les commanditaires, Khalifa, l'étrange milliardaire algérien et le crime de Tibérine. Il a également rédigé les ouvrages suivants: France-Algérie, crimes et mensonges d'État, histoire secrète de la guerre d'indépendance à la troisième guerre d'Algérie, avec le ministre Agni, le crime de Tibérine et le dernier livre, l'Élysée et les oligarques contre l'info, c'est celui dont on va parler particulièrement ce soir. Et enfin, il a fondé, comme l'a dit Abdeljelil, le journal en ligne Off Investigation, qui est consacré, comme son nom l'indique, à l'enquête journalistique. Financé uniquement par les citoyens. Oui, alors je pense qu'on va parler de ces côtés par rapport aux différents médias. Pour vous dire quelques mots de ce dernier ouvrage, dans les grandes lignes, il commence par l'offensive de Macron, soutenue par les industriels qui contrôlent les médias privés français, contre l'audiovisuel public français. Mais le problème est plus vieux, puisque ces industriels ont été encouragés dès les années 2000 à prendre le contrôle des médias privés. Et là, il y a un saut dans le temps qui nous mène au président Sarkozy, au lien qu'il a avec des individus tels que Bouygues, Lagardère. Ça parle des pressions que Sarkozy mène contre Canal+, France Télévisions, notamment la question de la suppression de la publicité, mais aussi contre d'autres médias comme Libération, l'AFP, Le Monde ou encore Radio France. Ensuite, il y a une partie consacrée au président Hollande, et là je cite, qui va, en échange de quelques miettes de complaisance médiatique, laisser les puissants propriétaires de presse instrumentaliser un peu plus encore les médias d'information. C'est également à François Hollande que l'on doit, que LCI doit son passage sur la TNT gratuite à la fin de l'année 2015, et c'est lui qui aurait demandé à Paris d'investir dans Libération et de racheter le groupe Express.
C'est lui également qui aide Vincent Bolloré à obtenir l'essentiel des droits de diffusion de la Ligue 1 de football et à monter dans le capital de Vivendi. Il fait également des pressions sur l'œuvre d'enseignement Nouvel Observateur. Et ensuite, la plus grosse partie de l'ouvrage est sur le président actuel, le président Macron, qui n'a pas attendu d'être président pour s'en prendre aux journalistes. Déjà, quand il était ministre de l'économie, il comptait punir ceux qui dévoilaient des informations jugées secrètes par les entreprises. Et là, je cite, vu son engagement constant à défendre le monde des affaires, comment s'étonner que nombre de puissants banquiers et industriels se soient mis au service de la candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Le service public est aussi ciblé par Macron, qui impose des économies budgétaires à France Télévisions. Il y a aussi, sous sa présidence, des convocations de journalistes par la DGSI concernant les armes françaises utilisées au Yémen, l'affaire Benalla et autres. Et là, je cite encore, Cache Investigation, pour ceux qui connaissent cette émission, c'est l'arbre magnifique qui vient immanquablement cacher la forêt des errances. Et il y a justement cette émission ce soir qui est consacrée à McKinsey, comment McKinsey a aidé Emmanuel Macron dans sa campagne. Alors je vous dis juste le pitch. Cache Investigation a enquêté sur McKinsey, l'une des entreprises les plus influentes et les plus secrètes de la planète. Celle qui est surnommée la firme par ses employés vend à prix d'or des conseils aux multinationales et au gouvernement. En 2022, en pleine campagne présidentielle, le cabinet de conseil américain s'est retrouvé au cœur de leur scandale. Alors, je pense que ce sera très intéressant, mais je vous invite à rester et à regarder en streaming cette émission. Voilà. Merci Sébastien. Avec plaisir. Merci. Alors, on ne se connaît pas, je ne sais pas trop quelles sont les thématiques qui vous intéresseront le plus, donc on peut être un petit peu interactif. N'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions. Hein. Je ne suis pas timide, tout va bien. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il faut bien avoir conscience d'un truc, c'est que vous êtes stratégique dans une démocratie, vous les citoyens, et donc l'information est stratégique. C'est-à-dire que les informations qui vont parvenir à vos oreilles, qui vont être filtrées, mises dans le contexte, équilibrées, c'est extrêmement important pour forger l'opinion. Dans les pays où les gens votent, c'est absolument stratégique, en Suisse comme ailleurs. Et donc, la toile de fond de ce bouquin, c'est de raconter qu'en fait, en France, à partir du moment où l'investigation se développe dans la presse écrite, mais aussi à la télévision, à partir en gros du début des années 2000, un certain nombre de journalistes vont faire un travail très important pour éclairer l'opinion et mettre en lumière certaines dérives des multinationales ou des pratiques des politiques en France, qui ont un peu souvent l'habitude d'agir dans l'impunité avec pas mal de corruption, etc. À partir du moment où les journalistes français se réveillent et commencent vraiment à faire des enquêtes, ce qui n'est pas une tradition française. On a en France une tradition de très grande servilité à l'égard des politiques pour des tas de raisons historiques compliquées. Voilà, il faut savoir que pour faire très très court, pendant la Seconde Guerre mondiale, la presse française va se vautrer massivement dans la collaboration. La grande presse d'industrie, tenue par les milieux de l'argent dans les années 30, elle va collaborer beaucoup avec l'Allemagne et, grosso modo, perdre son âme, se discréditer. C'est pour ça qu'un certain nombre de journaux vont être interdits à la Libération, que d'autres vont se recréer. Et qui a une légitimité saine en termes d'intérêt général en 1944 en France, en gros, c'est ceux qui ont résisté. Donc, c'est en gros les gaullistes et les communistes qui redressent la tête, certains ont été fusillés, ils ont résisté à l'occupant, donc eux, dont le général de Gaulle, eux, ils sont légitimes. Et la presse, elle s'est vautrée dans la collaboration. C'est pour ça qu'il y a une légitimité politique très importante en France après la guerre. Et c'est pour ça que de Gaulle, par exemple, ou son ministre de l'Information, Pierre Fitt, va traiter les journalistes, pardonnez-moi de l'expression, mais comme des sous-merdes pendant 30 ans, parce qu'en même temps, ça se comprend historiquement, cette presse elle a perdu son honneur. Donc, les politiques disent, nous, on a fait de la résistance, on a sauvé l'honneur de la France, vous êtes des collabos, etc. Donc, la presse se relève très difficilement de ce traumatisme historique, elle est très affaiblie, elle a un peu honte de ce qu'elle est, et ça explique aussi dans les années 70 pourquoi il y a une servilité des journalistes français, ils sont tous comme ça devant le général de Gaulle, ses ministres, etc. Enfin, c'est invraisemblable, hein, mais ça s'explique historiquement. Donc ça pouvait tenir la route dans les années 70-80. À partir du moment où arrivent dans la presse des nouvelles générations qui n'ont pas collaboré avec l'Allemagne, qui n'ont rien à voir, qui veulent faire leur boulot correctement, ça existe, la presse essaye de relever tout doucement la tête. Alors, Mitterrand va libéraliser l'audiovisuel, les radios libres, etc. Et les vieux politiques qui disaient « nous sommes les seuls à avoir une légitimité parce qu'on a résisté en 1944 », ben, tous ils deviennent vieux, ils vont dans les agences dans les maisons de retraite, ils décèdent, etc. Donc, leur légitimité finalement s'effondre. D'ailleurs, ils vont être très bousculés par mai 68 avec une nouvelle génération qui dit arrêtez de nous emmerder, les femmes ont le droit de mettre des pantalons, on a le droit de faire ce qu'on veut, etc. Donc cette vieille génération de politiques qui avait été légitimée par la résistance finalement va quitter la scène.
Et les nouveaux politiques ont un peu moins d'arguments pour essayer d'écraser la presse. Et la presse en France va relever la tête dans les années 80 en disant mais arrêtez de nous faire honte avec cette histoire ancienne, c'est pas nous. Bon. Donc il y a un truc qui se rééquilibre et donc on arrive dans les années 2000, la presse reprend du poil de la bête, refait son boulot un petit peu, est fascinée par la presse anglo-saxonne, essaie de faire un peu d'investigation en France. Et là, en fait, ce qui est fascinant, c'est que ce travail de journalisme est en permanence un combat et qui bouscule toujours des intérêts, parce que révéler des informations qui peuvent être dérangeantes, ça dérange toujours un certain nombre d'intérêts. C'est la nature de notre métier. On nous appelle des fouilles-merdes, c'est pas pour rien, voilà. Et donc, cette presse qui va faire un travail d'investigation va déranger des intérêts politiques et industriels. À partir des années 2000, je pense à des émissions qui sont comme Pièces à conviction sur France 3, Complément d'enquête, Cache Investigation, etc. Et la mode de l'investigation qui se développe en France. Et donc, des puissants intérêts vont être très bousculés par cette presse qui se réveille et va se lancer un peu de manière souterraine, une espèce de guerre contre ces nouveaux modes d'investigation. Guerre qui va être menée et par des milieux industriels, les grandes entreprises françaises du CAC 40, qui ont envie de garder leur secret des affaires, qu'on les bouscule pas, qu'on n'aille pas révéler qu'elles polluent la planète, qu'elles assassinent des syndicalistes au Chili, tout ça, ça les embête qu'on raconte tout ça. Je parle même pas de la France-Afrique. Donc ces grandes boîtes, elles n'ont pas du tout envie qu'Élise Lucet vienne éclairer les coulisses pas très claires de leur business. Voilà. Et en parallèle, ces grandes boîtes très influentes sont vraiment embêtées par ce développement de l'information. Et donc, elles comprennent en fait que pour que leur business continue à se faire de manière parfois très injuste et en portant atteinte à des tas d'intérêts humains, à l'intérêt général, à l'intérêt des pays pauvres, etc., pour que ça puisse continuer, il ne faut pas que les journalistes viennent les emmerder. Et donc, il devient absolument stratégique dans les années 2000 de se dire tous ceux qui dépassent un peu de l'enquête, il faudrait prendre leur contrôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tuer le journaliste dans les médias qu'on va acheter, mais on va, en étant actionnaire, on va décider qui on va recruter à la tête, qui ce type va recruter comme cadre dans le journal. Ces cadres vont alors recruter des journalistes. On va plutôt prendre des gens qui ne vont pas trop déranger. Donc, il y a une espèce de normalisation comme ça. On va un peu anesthésier des grands journaux. Je dis ça parce que Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France ou du monde, va prendre le contrôle du premier quotidien économique français, puis du premier quotidien populaire français, le Parisien, les Échos. Patrick Drahi, en 2014, va prendre le contrôle de Libération, l'Express, BFM TV. Vincent Bolloré va mettre la main sur un actif stratégique, la chaîne Canal+, impertinente de gauche. C'est un type d'extrême droite, défenseur de Sarkozy, qui va en prendre le contrôle pour l'étouffer. Donc il y a vraiment une volonté dans ces années-là, sous François Hollande massivement, de prendre le contrôle d'un certain nombre de médias. Alors, officiellement, eux, ils disent, je les ai sauvés parce qu'ils étaient en train de faire des faillites, donc on amène des millions d'euros. Oui, bon, d'accord, mais il y a un point commun entre tous ces grands milliardaires qui font du business dans le ventes d'armes ou dans la téléphonie, c'est pas la presse, c'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas tellement envie d'embaucher des dizaines de journalistes pour faire des enquêtes. C'est pas du tout leur truc. Souvent, ils commencent par virer des gens dans les rédactions, mettre tout le monde au pas, dire, alors attendez, nous, pas l'enquête qui nous intéresse, c'est occuper la galerie, vendre le journal et éviter que les journaux finalement fassent des enquêtes sur leur business et éventuellement servir un petit peu leurs amis politiques. Parce que ces grands industriels en France, ils dépendent souvent beaucoup de l'État pour leur business. Donc, s'ils n'ont pas de journaux, ils disent souvent, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec un ministre, ça prend 6 mois, on ne répond pas à mon mail. Bon, je prends le contrôle du journal Le Monde, Xavier Niel en 2010, il dit dans la foulée, en 3 jours, j'ai un rendez-vous avec le président. Parce que le type qui possède un grand journal influent, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'accéder aux politiques que celui qui n'en a pas. Niel disait un autre truc aussi d'ailleurs assez drôle. Il a beaucoup soutenu les médias indépendants dans les années 2000. Xavier Niel, c'est le moins pire des milliardaires. Il est plutôt sympathique, c'est un pirate et tout ça. Mais un jour, il a dit, bon, de toute façon, quand un journal m'emmerde, je donne un peu d'argent et après, ça les fait taire. Donc, il a beaucoup arrosé la presse indépendante aussi, façon de dire, vous comprenez que je peux vous redonner 200 000 euros demain matin si je veux. Donc, bon, du coup, certains sites indépendants étaient un peu prudents sur Niel. Je dis ça en passant, mais voilà. Et donc, ces industriels avaient vraiment intérêt à prendre le contrôle de ces médias pour avoir un poids face aux politiques. Alors, le problème que ça pose, c'est quand vous avez 5 milliardaires en France qui contrôlent 60, 70, 80, 90% des médias privés, tous les journaux quasiment sont passés sous la coupe de ces 5 milliardaires, qui contrôlent par ailleurs beaucoup l'audiovisuel, à part l'audiovisuel public. Eh bien, ces gens-là ont un pouvoir considérable sur l'information, or c'est pas leur métier. Et donc, ça finit par tordre l'information. Alors, la caricature, c'est Vincent Bolloré qui censure, etc. Mais tous ces gens se sont arrangés pour que les journaux n'enquêtent plus sur les business qui les gênent, n'aillent pas sur les questions d'évasion fiscale à l'étranger, et éventuellement ne bousculent pas les amis politiques que ces industriels voulaient favoriser politiquement. Donc, voilà, ça pose évidemment un très gros problème. Et le problème de fond dans cette histoire, moi je dis toujours, on peut s'en prendre à Bernard Arnault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré, mais après tout, si on les laisse agir, eux, ils défendent leur intérêt industriel, ils contrôlent l'information, les cerveaux, ils sont dans leur folie de gagner toujours plus d'argent. Et une vraie question qui se pose en revanche, c'est les gens pour lesquels nous, on vote. C'est-à-dire qu'en France, comme tout le monde, voilà, on vote pour des gens qui sont au pouvoir. Et en principe, on attendrait de ces gens qu'ils fassent respecter un petit peu les règles du jeu d'un pays démocratique. C'est-à-dire,
il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir judiciaire, et éventuellement il y a un quatrième pouvoir, la presse, dont le travail est de mordre un peu les mollets de ceux qui franchissent les lignes jaunes pour qu'on puisse vivre ensemble de manière harmonieuse. Et si la presse peut plus faire ce travail parce qu'elle est sous le contrôle d'actionnaires dont c'est pas l'intérêt, les politiques auraient dû à un moment donné mettre le point sur la table depuis déjà 10 ou 15 ans et changer les règles du jeu. C'est-à-dire, par exemple, je veux dire, un journal, c'est pas une société de fabrication de yaourts. Vous pouvez pas virer tout le monde n'importe comment, truquer l'information. Bon. Et comme les politiques, notamment François Hollande, mais également Emmanuel Macron, ont laissé faire totalement cette espèce d'asservissement de la presse française, en échange de si je suis sympa avec Drahi ou Bolloré, peut-être qu'il sera pas trop méchant avec moi quand je serai candidat aux élections, hein, parce qu'on en est là. Bah, le problème de ça, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, ces industriels se croient absolument tout permis. Et en France, on atteint aujourd'hui des niveaux de foutage de gueule dans les médias privés qui sont quand même considérables. Je rappelle maintenant que sur LCI, mais aussi CNews, vous avez régulièrement des fake news. On n'est plus sur du débat d'idées idéologiques que sur des faits. En fait, on est en train de basculer dans un certain nombre de grandes télés en France dans de la propagande. Propagande en faveur de différentes causes chères aux actionnaires. Et voilà, ça se passe dans une violence très forte contre les salariés qui se font virer, écarter. Il y a très peu de recours quand vous êtes journaliste en France et que vous dites à votre patron, là, il y a un truc malhonnête, j'ai pas envie, mais en fait, vous dégagez quand même assez vite. Hein. Ça m'est arrivé à Canal+ en 2015, quand Bolloré est arrivé, il a censuré l'investigation, tué le bingle de l'info, il fallait plus se moquer de son ami Nicolas Sarkozy, éliminer le zapping de Canal, qui avait repassé quelques extraits qui montraient qu'il était un censeur. Donc bref, il faut que plus rien ne dépasse. Et quand vous vous dressez contre un actionnaire comme ça, moi ça m'est arrivé, en gros, voilà, il vous dit, pas grand chose pour toi, donc ça fait combien de temps que tu es dans ton placard? 3 mois, on en reparle, hein, bon. Alors, on se verra dans 2 mois pour un rendez-vous, on va réfléchir à un poste pour toi, tu voudrais pas balayer le grenier, là, machin. Je dis, non, moi, je suis rédacteur en chef, c'est pas mon boulot, quoi, de balayer le grenier. Ah, ouais, mais alors, t'es pas moderne, hein, tu t'adaptes pas, bon. Alors, vous rentrez dans un truc kafkaïen où, en fait, on vous explique que vous êtes un ringard parce que vous êtes honnête, bon. Et plein de gens, dans une entreprise de presse, plein de gens, parce qu'on est dans une civilisation nombriliste où chacun est sur son nombril et qu'on c'est plus à la mode de se syndiquer, c'est plus à la mode de lutter collectivement. Donc les gens sont comme ça. Il suffit que le chef vous dise, toi, t'es pas tellement adapté à la modernité, t'es un peu douteux comme personne, t'es pas très bon. Et les gens, en fait, individuellement, se mettent dans leur tête qu'ils sont pas très bons, commencent à mal dormir, à se culpabiliser. Puis au bout de 3 mois, ils arrivent devant des RH en disant, s'il vous plaît, si vous pouviez juste me laisser partir avec 5 000 €, ça serait tellement gentil. Est-ce que je peux vous embrasser les chaussures, s'il vous plaît? Et donc, à Canal, par exemple, on a essayé de travailler avec des copains syndicalistes pour dire, attendez, personne n'est coupable de rien. On a là un actionnaire qui veut tordre l'entreprise, tordre la déontologie de l'information. Il faut qu'on se défende collectivement. Bon, c'est ce que certains ont fait dans la chaîne d'info de Canal ITV en 2016, mais 120 journalistes, 100 en grève, plus de salaire, plus de loyer, on peut plus nourrir la gamin, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bolloré leur dit, moi, le fils de François Hollande est venu les voir les grévistes ITV en leur disant, une chaîne d'info, si vous la bloquez demain matin, le patron va lâcher en 3 jours. Parce que ça sera spectaculaire, ça va faire des articles partout. On pensait ça en 2016 en France. Les mecs se mettent en grève, moi je le pensais aussi. Bon, l'actionnaire dit, mais mettez-vous en grève, je m'en fous, j'ai le temps. Il a 30 milliards d'euros dans sa poche, les grévistes, eux, ils ne peuvent pas payer le loyer. Donc, Bolloré leur dit très calmement, allez-y, hein, pas de problème, on se reparle dans 6 mois. Donc, 1 semaine de grève, 2 semaines de grève, 3 semaines de grève, ils n'avaient pas le rapport de force, en fait. Et Bolloré et Serge Nadjar n'ont pas lâché. Les grévistes n'ont rien obtenu. Je rappelle quand même qu'à l'époque, l'enjeu, c'était que Bolloré voulait mettre comme vitrine de la chaîne d'info dont il a pris le contrôle un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Morandini, on appelait à Canal Jean-Marc Moranzizi, parce qu'il demandait à des jeunes hommes de se déshabiller et de se masturber devant sa caméra pour les recruter pour des séries de fiction. Donc voilà un garçon qui était passionné par les jeunes garçons de 14 ans. Le scandale éclate à l'été 2016. Bolloré dit, je m'en fiche, c'est mon ami Moranzizi, je veux qu'il soit à la tête de la chaîne d'info. Et contre toute une rédaction, il impose l'arrivée de ce monsieur à la tête de la chaîne d'info, en vitrine. Et donc sur 120 journalistes, vous avez 100 qui dégagent. Au bout du mois de grève, ils ont tellement marre, ils se cassent. Ils se cassent sans rien, ils n'ont plus de boulot, etc. Bon. Donc c'est pour vous dire que le rapport de force est difficile pour les journalistes. Et le jeune politicien français ambitieux, on le voit avec les 3 exemples des 3 derniers présidents. En fait, c'est pas qu'il arrive au pouvoir et qu'il se dit je dois m'accopiner avec ces industriels qui possèdent des médias, c'est que c'est préparé en amont. On voit bien avec les 3. En fait. Pour dire un mot des 3 derniers présidents, donc, Sarkozy était avocat d'affaires quand il était jeune, tout en étant entré en politique, maire de Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Il était aussi avocat d'affaires. Et pendant qu'il était maire, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il allait voir les puissants propriétaires de presse ou d'industrie de sa ville et leur proposait d'être leur avocat. Et donc, il était à la fois homme politique et en même temps avocat de Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, donc
des gens qui possédaient des très, très grands médias. Donc, il a été l'avocat de ces puissants propriétaires de presse, tout en étant en politique, et puis plus il est monté, à la fin, il est devenu président, mais en fait, il se comportait encore comme les avocats de ces types. Quand il arrive au pouvoir, Sarkozy, en 2007, premier truc qu'il dit, c'est bon, alors on va favoriser les chaînes privées de mes amis, Martin Bouygues, TF1, tout ça. Et donc, comme ça les énerve que le service public de l'audiovisuel décroche de la publicité, parce que ça oblige à partager le gâteau, première décision, on va couper la pub sur le service public. Donc, on fait perdre la moitié de son budget à l'audiovisuel public juste pour favoriser TF1. Ça, c'est Sarkozy, le pote avec tous ces gens-là. Et Hollande, alors c'est très drôle, Hollande, lui, il est drôle, François Hollande, donc il fait des textos aux journalistes, il rigole avec les journalistes, il se marre comme un gamin, etc. Mais il n'a pas du tout le même niveau de connexion avec les actionnaires qu'avait Nicolas Sarkozy. Sauf qu'Hollande, il était à l'époque, il y a eu beaucoup de femmes, François Hollande, mais à l'époque, quand il essaye d'aller à l'Élysée, il était avec une certaine Valérie Trierweiler, qui se trouve avoir une émission sur la chaîne D8 de Bolloré, et en même temps être journaliste à Paris Match chez Lagardère. Donc elle travaille chez les deux plus grands propriétaires de presse français. Elle n'est pas bête, et elle dit, écoute François, t'as pas compris, tu vas pas arriver au pouvoir en faisant des textos pour rigoler avec les journalistes, ça c'est bien, c'est un jeu de gamin. Il faut maintenant que tu copines avec les patrons des chaînes. Et donc, François Hollande lui dit, écoute, tu as raison, ma chérie, oui, effectivement, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, vers à peu près 2010, il veut déjà aller à la présidentielle, il dit, faut que je sois copain avec les actionnaires comme Nicolas. Et donc, il va aller voir le patron de TF1, il en a un peu marre de Sarkozy parce qu'il n'a pas tout à fait obtenu les contrats qu'il voulait dans la téléphonie, etc. Donc, il se dit, oh là là, si les socialistes arrivent au pouvoir, il faut que je me rééquilibre, j'arrête de soutenir Sarkozy. Donc, Martin Bouygues va recevoir Hollande, vous promet, on sera neutre pendant la présidentielle de 2012, et effectivement, François Hollande obtient que TF1, la principale chaîne qui soutenait la droite, devienne en apparence neutre. Mais François Hollande ne va pas s'arrêter là, il va draguer Patrick Drahi, tu pourrais pas reprendre Libération, ça m'arrangerait, un journal de gauche, oui d'accord, merci Patrick, etc. Il va pactiser avec tous ces gens, et notamment, ce qui est assez incroyable et qu'on va révéler dans un documentaire à venir, c'est qu'en fait, la conquête de Canal+, cet empire médiatique français par Vincent Bolloré, il va éclater en public en 2015 quand il prend le contrôle et qu'il torpille la chaîne. En fait, c'était préparé depuis 2011 d'un plus grand secret. Il rentrait au capital de Vivaldi. Et plusieurs fois, entre 2011 et 2015, il est bloqué par des problèmes industriels. Il va à l'Élysée voir François Hollande. Il va lui débloquer le problème. Donc, en fait, la gauche française a aidé Bolloré à monter au capital et à prendre d'assaut la seule chaîne de gauche qu'il y avait en France. Je vous fais court, mais c'est pour vous dire que, voilà, on n'est pas très bien entouré quand on est journaliste en France. Et donc, voilà, et quant à Macron, à Macron, c'est plutôt un Sarkozy, pote avec tous les milieux d'affaires, etc. Ouais, c'est pour ça que je trouvais en lisant le livre qu'en fait, vu de l'extérieur, en connaissant pas trop, comme c'est mon cas, Hollande, en fait, c'est plus surprenant qu'il soit impliqué de cette façon. Sarkozy, on l'a vu au Guignol, justement. Oui. Hollande, c'est plus hypocrite. C'est-à-dire qu'Hollande, au moment de la présidentielle 2012, il fait un débat avec Sarkozy. Bon, Sarkozy est vraiment un peu dans une logique mafieuse. Mes amis, les propriétaires de presse, je contrôle tous, un petit colérique. Sarkozy tape des pieds par terre très fort, etc. Et Hollande dit, alors, moi, président, je n'interviendrai pas dans la nomination du patron de l'audiovisuel public. Il fait toute une sortie comme ça où tu dis, le mec, il est super honnête, il est super éthique, on est à un mois de l'élection, qu'est-ce qu'il est bien, etc. Et donc, effectivement, quand il arrive au pouvoir en 2012, il dit, alors, c'est plus au président de nommer la patronne de l'audiovisuel public, maintenant, ça va se faire en toute indépendance. Donc, il y a un organisme qui s'appelle le CSA, qui en fait est dirigé par un type qui a été nommé là, par Hollande, qui est l'ancien directeur de cabinet de Jospin. Donc, en fait, il a son pote au CSA, et il dit, moi, j'interviens pas. Puis en fait, dans le secret, il prend son téléphone, il lui dit, attends, mets pas celle-là à la tête de France Télé, mais plutôt celle-là. Bon, tout est comme ça, c'est-à-dire tout est hypocrite. Donc Hollande, oui, c'est le plus hypocrite. Et c'est un peu celui qui a fait le plus de mal en laissant totalement les propriétaires de presse prendre la main sur tous les médias privés, s'aborder toutes les règles d'indépendance des rédactions. Et voilà, je m'arrête parce qu'on peut faire des questions, mais on en arrive à une situation aujourd'hui où la crise de confiance du public français dans la presse française est considérable, parce que tous les ans, on a des sondages qui disent maintenant c'est 50% des gens qui croient plus la presse, 60% qui ont des problèmes de crédibilité avec la presse. Et les citoyens français ne détestent pas les journalistes, ils aiment bien Élise Lucet ou des gens qui font le boulot. Ils détestent en revanche ceux qui font de la communication, de la propagande, de l'éditorial, de l'idéologie au lieu de faire de l'info. Donc il y a une vraie crise de confiance qui est là. Le seul espoir pour nous, c'est que les citoyens soient dans une telle colère que ces grands médias, finalement anesthésiés, domestiqués par les grands industriels, se décrédibilisent avec le but que, si possible, plus personne ne les regarde et que les gens aillent vers les médias indépendants. Bon, c'est pas gagné. Ça nous mène justement à votre projet, enfin, à ce que vous avez. Il m'a dit pendant 5 ans, tu peux sortir, mais il faut me signer un papier comme quoi tu raconteras jamais ce que tu as vu à Canal+. Il fait ça dans tous les médias dont il prend le contrôle, il ne faut jamais raconter ce que tu as vu, et tu me signes un papier et je te donne de l'argent.
Donc, il vous fait croire que c'est obligé, puis vous vous dites, bah, je suis coincé, puis à la fin, tout le monde signe ces accords de silence et tout le monde se tait. Il y a 800 personnes en France qui ont signé secrètement ces accords de silence. S'ils le révèlent, Bolloré vient rechercher tout l'argent. Donc, tout le monde se tait. Et mes collègues à Canal, souvent, quand ils quittaient l'entreprise, ils ne pouvaient pas en fait dire aux collègues ah bah je m'en vais, j'ai signé un accord de silence. Parce que si tu fais ça, c'est interdit, il ne faut pas le dire. Donc les gens ne savaient plus comment faire. Donc, en fait, ils partaient un jour, ils disparaissaient en longeant le couloir, sans croiser leurs collègues, parce qu'il ne fallait pas leur dire qu'ils avaient signé un accord de silence. Et quand on voyait les gens disparaître, on disait ah, il a signé un accord de silence. C'est pour vous dire l'ampleur du problème. Et il a fait ça avec des centaines de journalistes. Hein. Bon, je ne sais même pas comment la loi en France et la justice peut accepter de telles pratiques, mais bon, toujours est-il que c'est comme ça. Et moi, pendant 5 ans, il me dit signe l'accord de silence. Et pendant 5 ans, je lui dis bah non, en fait, entre 2015 et 2020, je ne vais pas signer ton accord de silence, on n'est pas sous Louis XVI. Et donc, il me dit bah donc, bon courage. Alors après, il me dit bon, bah, tu ne fous quand même pas grand-chose. Alors, tu vas travailler sur des tueurs en série. Alors, on vous donne des sujets. Alors, il faut travailler sur, on vous met 3 semaines sur le petit Grégory qui a été tué dans la Vologne il y a 25 ans, ou l'affaire Guy Georges qui a dû tuer une vingtaine de femmes. Et tu peux pas dire, bah non, mais tu te fiches de moi, je travaille sur les politiques, les États, non, bah Guy Georges, ah, t'es de mauvaise humeur, il faut travailler sur Guy Georges. Alors, vous rédigez un projet sur le tueur Guy Georges. Alors vous dites, bon, c'est sûr que Guy Georges est très très méchant, il a tué beaucoup de femmes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être pourquoi la police n'a pas réussi à le choper en 25 ans. Il y a eu des dysfonctionnements dans les services publics. Bon. Non, mais ça, non, parce que ça, non, on ne peut pas critiquer la police. C'est Guy Georges, il est méchant. Alors, ouais, enfin, d'accord, mais 1 heure pour dire Guy Georges, il est méchant, parce que tout le monde le sait. Hein, bon. Oui, mais c'est ça le sujet. Alors, t'en as marre, après, ils font, bon, alors, sinon, Nordal-Lelandais, il est méchant. Alors, ça, je dis oui, ça, c'est sûr. Nordal-Lelandais fait très peur, mais il y a peut-être une façon de problématiser le sujet pour faire un peu de journalisme. Non, mais nous, c'est Nordal-Lelandais. Bon, moi, je vous fais court, mais voilà. Et en fait, à la fin, moi, je sors dans le cadre d'un plan social. Donc là, ils sont obligés de me donner une indemnité de départ. Je dis, OK, je veux rien d'autre, je veux pas d'argent, rien, juste je sors avec cette indemnité minimum et comme ça, je vais essayer de retrouver du boulot. Et là, ils me disent, ah, on t'a pas dit. En fait, pour le plan social, il faut quand même signer l'accord de silence. Alors, non, j'ai dit que je ne voulais pas le signer. Bah oui, mais là, tu ne peux pas sortir. Bon, au bout de 5 ans, vous en avez marre, donc vous signez le truc. Donc, je signe le truc et voilà. Et le lendemain, je sors de l'entreprise et je publie le bouquin. Donc, je leur ai écrit un mail pour dire, en fait, je ne vous ai pas dit, en fait, je fais un livre. Donc, parce que pour tenir le coup pendant 5 ans, en fait, pour tenir le coup pendant 5 ans, en fait, je me disais, c'est l'enfer. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, j'ai du temps, la cantine est bonne, je vais pouvoir enquêter sur le dévoiement de la presse française depuis mon poste à Canal+. Alors, je ne me connectais pas avec l'ordinateur de l'entreprise parce que je n'avais pas envie qu'il surveille tout ce que je faisais. Donc, j'avais pris une ligne de téléphone sous un autre nom qui me donnait de la connexion et le matin, j'arrivais au boulot, je travaillais, j'enquêtais, j'en ramassais plein d'infos, j'appelais des gens, etc. Je préparais en fait le livre donc, pendant 3 ans et j'étais aux premières loges pour observer ce qui se passait à Canal+, où on était vraiment au spectacle d'un actionnaire qui va tordre complètement un média pour le retourner politiquement selon son combat civilisationnel, en gros catholique traditionnaliste d'extrême droite. Et donc, on voyait tout se passer. Moi, j'étais au comité d'entreprise tous les semaines, enfin tous les mois, on était face à la direction, on voyait tout. Alors, ils nous disaient, il ne faudra pas raconter ce que vous savez ici. Alors, oh, bien sûr, bien sûr. Puis, on gardait tous les documents comme ça pour documenter l'histoire de ce sabotage médiatique. Bon, je vous fais court, mais voilà. Et est-ce qu'il y a eu des suites tout de suite par rapport à ce livre? En fait, quand je sors à l'été 2021, Reporters sans frontières me dit ça va être très grave, Bolloré, on voudrait interviewer des journalistes qui peuvent en parler, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis OK, et puis le bouquin est en préparation. Et dès que je parle dans le documentaire de Reporters sans frontières avec une dizaine de confrères et de consoeurs, ils m'écrivent une lettre en disant là, c'est pas possible, on vous fait un procès. Donc, après la sortie, ils continuent à vous poursuivre. Un procès, il faut rendre l'argent, donc en fait, une partie des sous, bon. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, OK, faites-moi un procès, on se retrouve dans un an au tribunal. Donc là, il y a eu une audience, j'étais condamné à rembourser 150 000 € à Vincent Bolloré, enfin à Canal+. Donc, bon, en fait, je les avais gardés, hein, parce que je ne suis pas complètement fou. Donc, dans ces cas-là, soit vous dites, bon, ben, je les mets quelque part, et puis je dis, désolé, bah, j'ai tout dépensé, j'ai acheté des glaces, je n'ai plus rien. Donc, il n'y a plus d'argent. Mais le mec, il est tellement fou qu'il va vous mettre des huissiers devant votre maison pendant 15 ans. Ma femme m'a dit, écoute, les huissiers devant la maison pendant 15 ans, parce que lui, il paye des avocats tous les mois pour traquer les journalistes. Hein. Donc, il a beaucoup d'argent. Donc, il vous met des mecs, c'est juste pour vous faire chier. Hein. Il s'en fout, lui, de récupérer 150 000 €. Pour lui, c'est une goutte d'eau, mais c'est pour vous faire chier et pour faire un exemple. Donc, ma femme m'a dit, écoute, les huissiers pendant 15 ans devant la maison pour saisir la maison avec le petit qui ne sait plus comment aller à l'école, pas trop. Je dis, OK, c'est bon, on va garder les sous et si on est condamné, on les remboursera. Donc, voilà. Et lui, dans leurs argumentaires, les avocats de Bolloré, ça fait 3 ans que ça dure, ils écrivent 30 pages, ils disent, mais il a signé un accord de silence. Mais comment c'est possible qu'il parle? On lui a donné de l'argent, mais pourquoi il parle? Il faut qu'il se taise. En plus, il parle même dans les médias, puis des fois même à l'étranger, il parle de Bolloré, c'est un scandale. Et les mecs ne comprennent pas. Ils disent, je te mets 150 000 € sur la table, j'achète ton silence. Ça marche avec quasiment tout le monde. Et là, ils ne comprennent pas comment faire. Ça ne marche pas, en fait.
Parce que je m'en fiche, je vais leur rendre les sous, mais c'est hors de question de taire ce qu'il fait en France. Voilà. Vous avez signé des clauses de silence. J'étais obligé pour sortir au bout de 5 ans, Oui. mais voilà, en les signant, que vous dire. Voilà. Enfin, j'étais obligé. J'ai un peu essayé de faire réécrire les clauses, mais au bout d'un moment, voilà, bon, Mais la doctrine de Prud'homme, ils sont interdits ces clauses. Moi, j'ai de l'eau. Non, les prud'hommes, ils vous disent, alors les prud'hommes, c'est les tribunaux en France de première instance du droit du travail. Il faut savoir que ce n'est pas des vrais magistrats, c'est des employeurs ou des salariés qui jugent au prud'homme. Bon, eux, vous pouvez leur dire, mais en fait, tout ça est une vaste blague, c'est-à-dire que Bolloré saisit un média, prend totalement le contrôle de l'éditorial en prétendant ne pas le faire, ne vous donne pas vraiment de poste pour vous décourager, il veut que tous les salariés se barrent, et donc vous êtes pris dans un piège, et les prud'hommes vous disent, moi je ne comprends pas, il vous a donné un balai pour balayer le grenier, monsieur, vous aviez du travail, pourquoi vous protestez? Alors, vous dites, je proteste parce qu'il est en train de torpiller l'information et donc la démocratie. Ah oui, monsieur, mais ça, c'est pas notre sujet. Donc, le tribunal en France, c'est pas son sujet. C'est pas les tribunaux de la démocratie, c'est le tribunal du travail. Il suffit que l'employeur vous fasse un mail, je t'ai donné un balai pour balayer, et le juge vous dit, donc vous aviez du travail. Et moi, si je lui dis, oui, mais moi, je suis journaliste et je dois être libre dans mon travail et je dois respecter ma charte de déontologie, le juge, il dit, oh là là, ça c'est compliqué, moi, c'est pas mon sujet. Voilà où on en est. On verra si la Cour d'appel a un peu plus de hauteur de vue pour comprendre que là, il y a un gros enjeu démocratique, mais pour l'instant, c'est vraiment naze. Après, la justice française, il ne faut pas trop en attendre non plus. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais chez nous, ils n'ont pas d'argent. C'est compliqué, la justice. Il ne faut pas trop rêver. Donc... Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé quand vous avez été auditionné par des parlementaires? Ça, c'est un festival aussi. C'est qu'en fait, après être sorti, donc le procès de Bolloré, condamné à payer 150 000 €, moi, j'ai décidé que je m'en fiche, je fais quand même des livres, je raconte. Les politiques français, parfois, font mine d'entrouvrir une paupière. Alors, il ne faut pas trop leur demander, parce qu'ils dorment quand même beaucoup, mais de temps en temps, il y en a un ou deux qui est un peu honnête, qui dit, bon, il y a quand même un petit problème dans l'information, ça serait bien d'entrouvrir ce qui se passe. Donc là, c'était Aurélien Saintou, l'un député de la France Insoumise, qui poussait voilà, pour une commission d'enquête sur ce problème de la propriété des médias, qui en France est très concentré. Et alors là, ils font une commission d'enquête parlementaire. Alors vous dites, waouh, commission d'enquête parlementaire, ça va chauffer, super, on va poser le problème publiquement et tout. Vous croyez que vous êtes en Amérique? Vous savez, en Amérique, des fois, ils les attendent là au tournant, c'est chaud, quoi. Et alors là, en France, c'est très différent. Donc ils se mettent tous d'accord, les députés, pour dire qu'il faut auditionner les propriétaires de presse. Alors tu dis, waouh, ils vont passer un mauvais quart d'heure, les propriétaires de presse, puis les mecs, ils arrivent. Ça s'est passé au Sénat en 2022. Bernard Arnault arrive, donc principal soutien d'Emmanuel Macron, qui a mis le Parisien et les Échos donc au service du président, etc. Et là, les sénateurs le regardent. Alors Bernard Arnault, c'est aussi l'homme le plus riche de France, c'est tous les produits de luxe, les bijoux, le vin très cher. Donc Bernard Arnault arrive au Sénat, et là, le président de la commission sénatoriale d'enquête sur la presse, monsieur Arnault, votre vin Château Yquem, formidable, vraiment super. Alors, c'est la fierté des produits français. Je vous assure, j'y étais, ça s'est passé comme ça. Et là, tu te dis, mais en fait, mais au secours, on va perdre la journée, on va perdre un mois, ça sert à rien. Et les parlementaires sont comme ça devant les propriétaires de presse, ils sont fascinés, au lieu de faire leur boulot, de leur poser des questions. Alors là, tu te dis, bon, c'est même pas qu'ils sont corrompus, en fait, c'est que, je sais pas, ils n'ont pas compris à quoi ils servaient. Donc, et l'autre, il est là, et pendant 2 heures, il raconte ses conneries. Moi, j'ai investi dans la presse, vraiment, j'ai aucun intérêt d'influence politique, c'est pas du tout mon truc. Bolloré, c'était exactement comme ça. J'ai regardé son audition et le président, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un de. Quentin Bataillon, un macroniste, ouais. Ouais, très sage aussi, lui. Ouais. Oui, il avait pas. Alors lui, il ne rentrait pas dedans. Je ne sais pas si vous pensez en parlant des États-Unis, à Zuckerberg qui s'était fait secouer. Ouais, Zuckerberg s'était fait secouer. Alors, c'est pas la même ambiance. Je suis pas sûr que. Enfin voilà, mais en tout cas, au moins, on lui rentre dedans. Et bon. Non, mais en France, c'est un festival, mais c'est pire que ça. Donc, la commission d'enquête du Parlement de 2024 réentend tous ces gens. Bref, enfin, je fais court, mais moi, j'y croyais un peu, donc j'avais envoyé quand même quelques documents. J'avais dit au député qui m'avait dit OK pour venir être entendu. J'avais dit, moi, je sais un peu ce qui s'est passé à Canal+, et je peux vous dire des choses précises, et j'ai des preuves de ce que je dis, parce que même si Bolloré m'a fait promettre que je détruisais tous les documents internes en sortant de l'entreprise pour être sûr que jamais on puisse documenter ce qu'il a fait, il se trouve que moi, j'aime bien garder un peu de la documentation, donc je dis aux parlementaires, j'ai des preuves de tout ce que je dis. D'ailleurs, tout ce que je vais dire, ça va être très précis. Donc, j'ai écrit un truc, et quand je cite Bolloré devant le comité d'entreprise qui assume la censure d'un reportage qui embêtait son ami banquier, je dis exactement ce qu'a dit Bolloré. C'est hyper précis, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès. Et je dis même aux parlementaires, je vous enverrai quelques documents à l'appui du truc, puisque vous allez devoir rédiger un rapport. Et j'arrive devant cette commission, et le président, donc macroniste, me dit, alors vous avez souhaité être entendu, genre, c'est pas nous qu'on a demandé.
Et après, il dit, bon, bah, vous nous avez transmis des documents, moi je te remercie de le dire, j'ai pas le droit. Donc, vous voyez, et là, vous vous dites, mais en fait, le mec, il est en train de griller sa source, il grille le fait que je leur apporte des documents, alors que je suis censé pas le faire à cause de Bolloré, donc je le fais pour aider la démocratie. Le mec, il le dit devant la caméra, bon, bah, super, donc je suis carbonisé. Bah, tout est comme ça. Ça veut dire que vous vous dites, en fait, je suis face à des gens, bon, Bataillon, le président, il avait 30 ans, donc il n'a pas dû finir ses études, mais tu te dis, les mecs sont complètement irresponsables. C'est dans n'importe quelle base de journalisme, tu grilles pas la source confidentielle qui t'apporte une information, tu fais attention, les gens sont en danger. Bon, le type, tu as l'impression que, en fait, son mentor, c'est pas la démocratie ou la presse, c'est Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, ce président de la commission d'enquête du Parlement français, à peine le truc terminé, se précipite sur le plateau de Cyril Hanouna pour taper sur le concurrent de C8, donc Yann Barthès de TF1. Enfin, on se dit, mais on est dans un... Les mecs n'ont pas du tout conscience des enjeux importants de la presse. Et donc, pour tout vous dire, voilà, après cette audition au Parlement, je me suis dit, mais je ne sais même pas si ça sert à quelque chose d'aller parler aux députés français, quoi. Donc, Sur les points, elle est où l'autorité de régulation dans tout ça? De régulation Qui impose l'ARECOM. Non, elle n'impose rien du tout, l'ARCOM. Donc, il y a en France une instance de régulation de l'audiovisuel qui s'appelait avant le CSA, qui s'appelle maintenant l'ARCOM, qui change de nom, c'est comme on change de SMIS, bon, peu importe. De toute façon, ces gens sont nommés par les parlements, enfin, la patronne du Parlement plus le président. Donc, c'est une instance de régulation qui est dépendante du pouvoir politique et qui, en gros, fait pas grand-chose, puisqu'il est censé s'assurer qu'il y a du pluralisme dans les médias, qu'on dérive pas vers du racisme, etc. Or, il n'y a jamais eu autant de racisme sur les plateaux en France, décomplexé partout. Et l'ARCOM, elle met à peu près, je ne sais pas combien de mois pour être saisie, 6 mois pour réfléchir à une petite, je ne parle pas d'une sanction, une petite, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin, au pire du pire, ils disent, il faudrait quand même reconnaître qu'on vous a donné un avertissement, parce que si vous recommencez 3 fois, peut-être que dans 2 ans, vous aurez une petite amende. Alors, il faut savoir aussi qu'en France, les amendes sont faibles. Bolloré, il plane sur 30 milliards, tu lui dis, bah, tu as 2 millions d'euros d'amende, il en a, mais rien à foutre, quoi. Enfin, c'est comme vous achetez un croissant, quoi. Et donc, les administrateurs en France, ils disent, 2 millions, vraiment, on a été sévère avec lui, maintenant, il va arrêter de faire ses conneries, et l'autre, il continue. Tu dis, mais pourquoi il continue? Mais parce que je t'explique, en fait. Lui, il compte en milliards, toi, tu comptes en milliers d'euros, lui, il compte en milliards. Donc, lui, les amendes, il s'en fout complètement. Et donc, ça continue. Et le spectacle des médias aujourd'hui en France, c'est quand même assez terrible. Nous, on prépare un documentaire qu'on va appeler Médias de la haine vers la guerre civile, pour l'interrogation. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens dans les médias en France maintenant, je parle d'Éric Zemmour, mais pas seulement, qui ont des propos à l'antenne, qui poussent un peu à la guerre civile, c'est-à-dire, bon, bah, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Il serait temps qu'ils prennent les armes quand même pour se défendre contre les bronzés, les immigrés, les musulmans, parce que là, quand même, c'est pas possible, ils nous empêchent de vivre, donc quand c'est qu'on tire. Au moment de la révolte des Gilets jaunes, vous avez un intellectuel français, Luc Ferry, qui a dit à propos de la police française, mais qu'ils se servent de leurs armes. Donc vous avez des gens qui poussent, en fait, à une très très grande violence contre les révoltés potentiels. Alors les révoltés potentiels, c'est les pauvres quand c'est les gilets jaunes, éventuellement les immigrés, et encore, les pauvres, ils se font tellement taper dessus qu'ils ne risquent pas beaucoup de se révolter. Enfin, alors les musulmans, ça c'est la cible classique, les musulmans, alors ça c'est vraiment ceux avec qui c'est incompatible de vivre. Et donc vous avez maintenant, comme ces médias sont importants et que Bolloré prend une grande place dans le système français et qu'aucun politique ne l'arrête, vous avez maintenant 35% des Français qui votent pour le Rassemblement national et risquent d'arriver au pouvoir en 2027. Donc c'est pas anodin et il n'y a pas de régulation du tout. C'est-à-dire qu'il y a, je ne parle même pas de l'ARCOM qui n'existe pas, mais même les politiques en France, bon, Macron, ça l'arrange en fait ce système parce que ça pousse à discréditer la gauche, qui serait la seule à dire, attendez, les milieux de l'argent en profitent un peu trop, et ça aide la droite, les Républicains, le RN, le Rassemblement national qui ne dérange pas Macron. Donc là, on pousse complètement la politique de la France vers la droite, et ceux qui sont les dindons de la farce, en fait, c'est tous les migrants, quoi. Permettez-moi, la guerre contre Gaza vient de nous confirmer que le paysage médiatique français est géré par un lobby sioniste. On a vu le fameux journaliste de service, Darius, comment il s'est permis de recevoir un criminel de guerre, Netanyahou. On a vu l'acharnement contre les voix palestiniens. On a vu ce fameux clown médiatique, Pascal Praud, Gilles Bujadal, les messages de haine, de falsification, d'acharnement contre les Palestiniens. Alors, on parle des Palestiniens tués, c'est pas assassinés, ces enfants tués comme alors, un accident. Cette absence d'éthique dans la presse, c'est-à-dire, ça peut arriver de faire une erreur journalistiquement, on a fait une approximation, une erreur. En principe, dans la correction du métier, c'est le lendemain de dire là, on a fait une petite erreur, on est de bonne foi, personne n'est parfait, je veux dire. Mais là, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans un problème où l'éthique n'a plus beaucoup d'importance, l'autorité de régulation ne fait pas vraiment le boulot,
Et donc, effectivement, un peu, tout est permis. Et c'est vrai que sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, depuis cette date, mais même avant, hein, en fait, on assiste à des trucs un peu surréalistes, c'est-à-dire que toute la remise en perspective historique du conflit israélo-palestinien, qui est quand même indispensable, c'est-à-dire que ça n'a quand même pas commencé le 7 octobre 2023, le conflit israélo-palestinien, ça dure depuis un certain temps, ça fait un moment que, enfin moi je voyais dans les mois précédents le 7 octobre, les colons en Cisjordanie qui harcelaient les bergers palestiniens, enfin ça fait des moments que ça dure, on détruit les maisons, etc. Il y a un énorme problème de droit international, puisque le droit international n'est pas respecté, puisqu'on parle de territoires occupés. Bon, tout ça, la communauté internationale laisse faire depuis des dizaines et des dizaines d'années, cette situation très problématique avec un peuple qui n'a pas de solution puisqu'il n'y a pas vraiment de terre ou pas d'État. Enfin, on voit bien que ça peut pas tenir. Vous me direz, hein, les Américains en 1850, ils ont fait ça avec les Indiens, puis ils les ont tous mis dans des réserves, ils ont pris le territoire. Donc en fait, ça peut arriver dans l'histoire de l'humanité de prendre une terre d'un peuple, de virer ce peuple ou de le mettre dans des réserves, et puis voilà. C'est ce qu'ont fait les Américains. Bon, apparemment, c'est ce qu'essaye de faire Netanyahou, mais la moindre des choses pour les médias, effectivement, c'est d'observer ça avec recul historique, distance, et à la fois de dire les attaques du 7 octobre sont, moi je pense, enfin, on va pas se cacher derrière son petit doigt, sans terrorisme, 1200 morts, 200 otages, c'est pas possible de faire ça, et en même temps, ça s'inscrit dans un contexte historique extrêmement dramatique qui n'est pas géré par la communauté internationale et avec un gouvernement israélien qui pousse son avantage. Ils nous ont tué 1000 personnes, on va en bombarder 40 000 et ils avancent pour conquérir Gaza et la Cisjordanie. Donc ça n'est pas remis en perspective et c'est vrai qu'on a eu depuis quelques mois en France des médias de plus en plus engagés dans un soutien inconditionnel, je dirais même pas à Israël, à la politique de Netanyahou, qui est quand même très particulière et très contestable. Alors, c'est le cas des médias de Patrick Drahi, donc, qui possède I24 News, une chaîne israélienne qui est extrêmement caricaturale. On a pu voir des déclarations du genre, de toute façon, ils ont besoin d'une bonne bombe nucléaire, mettons-leur des fleuves de sang. Enfin, c'est hallucinant la violence des propos qu'on a sur I24 News. On est presque dans Radio 1000 collines au moment du Rwanda. L'autre chaîne française de Drahi est un peu plus modérée, BFM TV, mais c'est un peu les mêmes envoyés spéciaux qu'on s'échange, etc. Patrick Drahi est franco-israélien, copain avec l'administration Netanyahou, donc je ne vous dis pas comment la chaîne est orientée. Bon, vous avez le groupe TF1, Martin Bouygues, etc., LCI, c'est pareil, ils sont plutôt côté israélien qu'au côté palestinien. Tradition de défense des colonisateurs contre les colonisés, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et alors, Bolloré, le catho tradi, évidemment, engagé à fond dans la défense d'Israël, enfin évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve que pareil, engagé à fond dans la défense d'Israël, avec des vrais biais pro-israéliens. Donc on a eu dans les chaînes françaises des choses extrêmement problématiques, alors quand même que, même s'il y a de la violence des deux côtés, il y a quand même 1200 morts d'un côté, 45 ou 60 000 de l'autre. Voilà. C'est un niveau de déséquilibre de la violence qui est quand même énorme, quoi. Je rejoins ce que vous dites là, parce que moi, je suivais la situation entre la Palestine et les Israéliens depuis 2 ans ou plus. Et puis, il y avait un journaliste égyptien, et j'ai entendu ce discours que sur ce journaliste-là qui précisait qu'il y avait des accords entre l'Égypte, les Émirats unis, pour déplacer les Palestiniens, qu'il y avait un problème, qu'on appelait ça le Safrat al-Omar, pacte du siècle. Et il disait attention, ça va exploser, ça va exploser. Puis effectivement, on avait vu ce qui s'est passé dans le quartier Jarrah, comment on a déplacé les chrétiens, les crachats sur. Et ce journaliste insistait sur ce problème-là. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens se sont arrêtés sur le 7 octobre, mais on ne parlait pas des négociations. Et puis pourquoi on n'implique pas l'Égypte et les Émirats unis aussi dans ce conflit? J'aimerais savoir pourquoi. Il n'y a que ces journalistes égyptiens qui en parlent. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais en fait, ce genre de problème qu'on évoque, ça pose toujours la même question, c'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a un, le journalisme, on ne peut pas, comment dire, moi je dis souvent aux jeunes journalistes qu'on recrute dans le média indépendant qu'on a créé, en fait, on est des petits poissons pilotes, nous en plus, on est des petits poissons pilotes sans beaucoup d'argent, et on nage au milieu d'un océan de requins et de propagande. Et ça, c'est comme ça l'info, c'est toujours comme ça l'info. Quand vous avez quelqu'un qui, en 1943, entrevoit ce que font les nazis et veut le révéler alors que ce n'est pas encore officiel, c'est un petit poisson pilote qui a compris ce qui se joue et qui va être dans un océan de propagande. Quand moi je travaille sur la sale guerre algérienne, c'est-à-dire 1988-2000, que vous avez l'ensemble des médias occidentaux qui disent « Ah, les militaires algériens prennent le pouvoir pour sauver la démocratie contre les méchants islamistes », alors qu'en réalité, les services secrets algériens instrumentalisent la violence pour discréditer l'opposition, forcer l'Occident à les soutenir et continuer à maintenir leur pouvoir sur la rente pétrolière. On est un petit poisson pilote au milieu d'un océan de propagande dans la presse française. Donc en fait, c'est un peu tout le temps comme ça. Si vous êtes mainstream, si vous relayez ce que disent tous les médias, vous vous intéressez pas grand monde, vous n'avez pas grand-chose à dire, et en général, vous relayez beaucoup de propagande, puisque des puissants intérêts, qu'ils soient politiques ou industriels, toute la journée payent des communicants extrêmement chers pour créer de la propagande, de la poudre aux yeux, etc. Donc nous, notre boulot, les jeunes sont un peu naïfs, je leur dis «
arrêtez de relayer le dernier truc que vous avez lu, parce que souvent, c'est quelque chose qui est véhiculé dans l'intérêt d'un certain groupe d'intérêt ou autre. Donc, posez-vous des questions sur tout ce que vous lisez, soyez critique et essayez de... La population a besoin que vous vérifiez ce que vous relayez, parce que vous êtes crédible, vous êtes les seuls qui sont crédibles. Si vous laissez avoir par la propagande, tout est mort. Voilà. Donc, c'est un énorme travail. Et la première chose que font les grands propriétaires industriels et milliardaires quand ils prennent le contrôle d'un média, ils coupent les services d'investigation. Ils ne veulent surtout pas que les journalistes aillent gratter pour découvrir des réalités qui dérangent. Il faut contrôler l'info, donc contrôler l'enquête. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment on va nous sortir de cette situation. Est-ce qu'il y aura un moyen un jour de reprendre possession de réinstaller les médias normaux? Alors, c'est la question de l'espoir, oui. Quel est le pourcentage aujourd'hui de la clientèle de ces médias qui s'intéresse aux médias alternatifs comme le vôtre, comme les médias, comme le canard réfractaire, comme les petits médias de place, évidemment. Disclose. Quelle est la part en fait des gens qui s'intéressent à ces médias-là, qui informent sur ces médias-là, quelle est la part qui est encore Elle est massive. Elle est massive, malheureusement. Dans tous les halls de presse, dans toutes les réceptions de gare, dans toutes les salles d'attente de bateau, BFM tourne en permanence. Mais est-ce que ça veut dire que les gens sont réceptifs à ça? C'est pas que personne n'en regarde. On le voit, on l'entend, mais les personnes ne pas possible. Et quel est le rapport entre les gens qui sont informés par les médias alternatifs et les gens qui sont informés par les médias alternatifs? Alors, ah oui, ça évolue dans le bon sens, heureusement, c'est pour ça qu'on ne va pas se tirer une balle demain matin, mais c'est un peu long. Non, je pense que les grands médias tenus par les milliardaires, si vous voulez, il faut quand même comprendre un truc, c'est que quand Bernard Arnault, par exemple, prend le Parisien, qui vire, je sais pas, un tiers des journalistes, surtout ceux qui faisaient du bon boulot, qui demande qu'on n'enquête pas sur le monde du luxe, parce que ça va quand même le déranger, et que si on pouvait éventuellement discréditer les mouvements sociaux de révolte de la réforme des retraites pour protéger Macron, ça l'arrangerait. Bon. Il nomme à la tête du Parisien des gens qui vont faire ce travail, et on fait des unes en disant « Ah, les grévistes menacent la France », Macron va sortir de l'ornière. Bon, c'est que ça. Donc, comment dire, la population massivement sent bien en lisant ce journal que il y a un truc qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on est quand même en défense du pouvoir, bon, comme par hasard. Bon. Donc, le journal tombe des mains des gens de plus en plus. Bon, il a du mal à le vendre, parce qu'en plus, il n'y a pas de bons journalistes d'investigation, puis ça lui fait peur, le journaliste, donc c'est pas son truc. Lui, il veut communiquer et aider ses amis. Bon, donc, le journal est de moins en moins vendu. Il faut savoir que le Parisien, par exemple, principal quotidien populaire de France, reçoit énormément de subventions d'aide à la presse par le gouvernement français qui subventionne les grands journaux, donc ses amis milliardaires, hein, c'est comme ça. Bernard Arnault est celui qui est l'homme le plus riche de France ou du monde selon les époques, mais aussi celui qui reçoit le plus de millions de subventions de l'État français, donc de nos impôts, pour financer son journal qui sert finalement à défendre le pouvoir. Mais c'est pas que ça, c'est que malgré les subventions de millions d'euros, il est archi déficitaire, donc il remet 50 millions d'euros dans le Parisien en permanence pour essayer de le sauver. Donc c'est un journal qui vit sous perfusion d'un milliardaire et de l'État, avec des gens qui lisent de moins en moins. Ils lisent de moins en moins parce que les gens lisent pas de la... Bon, je vais être un peu caricatural, mais ils ont du mal à lire de la merde, quoi, pour faire court. Donc, non, mais je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Donc, de moins en moins de gens le lisent. Bolloré, il a mis une chaîne sur la TNT en 2005 qui s'appelait Direct 8. Comme lui, ça n'intéresse pas les programmes, il s'est dit, je vais mettre le moins d'argent possible, on va faire des directs avec une personne en peluche qui passe dans les couloirs, qui fait coucou. Donc, pendant 2 ans, il a mis une personne en peluche dans les couloirs qui faisait coucou. Ça n'a aucun intérêt, personne ne regardait. Il s'est dit, merde, je comprends pas, il n'y a personne qui regarde. Bah oui, évidemment, tu fais de la merde. Ces gens ne s'intéressent pas au contenu. Donc, pour faire court, ces médias, quelque part, oui, perdent de l'audience. Europe 1 a dégringolé sous Lagardère, etc., parce qu'ils font de la merde, quoi. Et l'espoir, c'est quand même que les gens ont envie d'avoir de la vraie info, et que quand vous avez des journalistes qui claquent la porte de ces journaux en disant ça suffit, des gens qui ont une éthique et qui, comme Hervé Kempf, par exemple, ancien du Monde, à qui on a interdit d'aller enquêter sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes pour pas déranger le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il en a marre, il claque la porte du Monde, il dit je m'en fous, je crée un site indépendant. Tout le monde rigole, il crée Reporter, le média de l'écologie, qui est donc des articles en accès libre. Il y a 6 ans, il lève 10 000 euros de dons par mois. 10 000 euros de dons par mois, vous financez 2 journalistes ou 3. Bon. Aujourd'hui, ils ont développé les dons. Il me disait le jour au restaurant, on lève 120 000 euros de dons récurrents par mois. Je lui dis, récurrent, c'est-à-dire qu'en plus, tu as des dons ponctuels. Oui, 100 000. Donc le mec, il a 200 000 balles par mois, il a 30 journalistes. Il me dit, moi, je ne suis plus un média mendiant, j'ai un modèle économique, j'ai 30 000 donateurs qui ont compris qu'on était honnête, qui nous soutiennent. Bon, ça, c'est un bel exemple. Il y en a un autre qui est Mediapart, qui a carrément 250 000 abonnés. Et pour vous faire court, oui, les milliardaires réinjectent en permanence de l'argent dans leurs médias, un peu de propagande, alors plus ou moins, je veux dire, Le Monde a une meilleure tenue que les médias de Bolloré, hein, mais quand même, il y a un problème quand même de biais par le propriétaire.
Donc, ils arrivent à vendre leurs journaux dans les kiosques de Bolloré, patati patata, les chaînes d'infos allumées dans les hôtels. Bon, ça martèle. Mais les citoyens, quand ils doivent agir, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils participent à des campagnes de dons pour les médias indés. Tous les médias indépendants en France depuis 10 ans réussissent leur campagne de dons au-delà de ce qui était espéré. Tellement les citoyens sont en colère. Donc, le média a levé 2 millions d'euros en 3 mois. Quand Denis Robert s'en va du média en claquant la porte, il recueille Blast, il va lever pareil 2 millions d'euros très rapidement. Tous ces médias recueillent actuellement à peu près 200 000 euros de dons par mois, donc financent une trentaine de journalistes. Alors, c'est moins que France Télé, évidemment. Hein. Ils galèrent, ils bossent beaucoup, mais ça tient. Reporters, donc 30 journalistes aux médias de l'écologie, ils taillent des croupières au journal Le Monde, parce qu'en plus, ils n'ont pas les frais d'imprimerie, parce que les médias indés, ils sont malins, ils se disent, je ne vais pas payer le papier, la distribution d'imprimerie, donc il faut des sites internet, c'est moins cher. Tout l'argent va à la matière grise des journalistes, ils ont des bons contenus. Voilà, nous, modestement, avec Off Investigation, donc on a lancé en 2021 ce modèle sur des campagnes de dons à l'automne, de dons défiscalisés en France pour dire on veut faire du documentaire d'investigation indépendant. C'est plus possible à la télévision française, donc allons-y. Les gens se mobilisent, en fait. Donc, ça marche, ça se développe. Le Street Press levait 10 000 euros il y a quelques années, maintenant il lève 100 000. Enfin, ça marche parce que les gens en France en ont tellement marre, ils ont tellement compris qu'il y avait un problème dans l'info, qu'ils financent ces trucs-là. Alors après, c'est pas tout le monde. Et puis l'audience est croissante, elle est pour l'instant, à mon avis, minoritaire, mais ça commence. Parce que le problème des puissants propriétaires de presse qui contrôlent l'info, c'est que vous ne pouvez pas contrôler 99% du système et vous vous en foutez des 1% qui sont là. Parce que les 1% qui sont là, ils vont vous tailler des croupières, ils vont révéler vos magouilles, ils vont tout balancer et les gens, ils vont comprendre qu'en fait, la vérité, elle est là, elle n'est pas là. Donc, en fait, la logique orwellienne, totalitaire, il faut contrôler tous les canaux. Et c'est pour ça que moi je dis, même si nous, on pèse peut-être 3%, les médias indés, de l'audience en France, tous les jours, on leur taille des croupières en révélant leurs hypocrisies, etc. Et pour eux, c'est compliqué quand même. Très emmerdant. Quand Patrick Drahi voit des leaks révélés par Blast et les autres, on révèle ces magouilles fiscales partout dans des journaux en accès libre, il est emmerdé, il fait des procès, il ne sait pas comment faire. Il se dit, mais je contrôle BFM, Libé, l'Express, mais qui c'est que ces connards de médias indés là, qui me révèlent mes magouilles? Il est fini. Les médias indépendants, en fait, heureusement, est-ce que s'ils montent trop, en fait, ils ne risquent pas d'être attaqués, brimés, bloqués, censurés, par le simple fait déjà que les médias, que les supports de distribution qu'ils utilisent ne sont pas établis. Et que n'importe quel média peut se faire éjecter de X. Alors oui, on est guetté par plusieurs dangers. Alors le premier danger, c'est vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui vous approche en disant « J'adore ce que tu fais, si tu veux, je peux te donner 1 million ». Bon, ça commence comme ça. Déjà, il faut faire attention avec ça parce qu'évidemment, c'est compliqué d'être indépendant quand vous avez 1 million. Bon, bref. Premier danger. Après, ça peut être des puissances industrielles qui veulent racheter votre média. C'est-à-dire que quand vous créez une crédibilité à force de vous battre pour de l'info, vous faites de la bonne info, vous avez une communauté qui vous suit, vous avez des réseaux sociaux et que les gens vous croient, c'est ça l'or noir des journalistes. Enfin, c'est ça la valeur des journalistes, c'est la crédibilité. Eux, ils achètent des marques crédibles, ils les abîment en faisant de la propagande. Donc, au début, ils profitent de la crédibilité de Europe 1, de Canal+, de tout ça. Et puis, comme ils l'abîment avec la propagande, au bout de 10 ans, ils ont totalement sabordé la confiance du public dans le média. Donc, il ne vaut plus rien. Donc, ils vont le revendre à 3 francs 6 sous. Pourquoi Bolloré n'arrive pas avec sa chaîne Direct 8 pourrie qu'il lance dans les années 2000? Pourquoi il va chercher le groupe Canal? Parce qu'on s'est battu pendant 20 ans pour faire de Canal quelque chose qui avait une petite crédibilité. Donc, il achète un truc qui a de la crédibilité, notamment en Afrique, et puis il s'en sert pour faire de la propagande. Donc, ça, c'est un deuxième danger qui nous guette. Mais a priori, dans les médias indés, on a tous envie de dire non, vous investissez pas chez nous. Après, vous citiez un troisième risque. Oui, alors, on dépend beaucoup des réseaux sociaux américains. C'est un vrai problème. Et en même temps, il faut relativiser. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que moi, j'ai passé 20 ans à la télé. Quand vous proposez une enquête, ça passe pas, et puis ça passe pas du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Vous étiez vraiment muselé. Bon, aujourd'hui, il faut quand même voir à quel point, même Twitter, même si on n'aime pas Elon Musk, quelqu'un qui filme à Gaza les bombardements, et qui poste la vidéo dans l'instant, et que le monde entier peut la voir, enfin, par rapport à TF1, France 2 ou tout ce que vous voulez, c'est quand même d'une puissance incroyable. Et c'est sur les réseaux sociaux que je découvre les véritables images de ce qui passe à Gaza, c'est pas à TF1. Donc voilà, ça déverrouille quand même. Après, par exemple, nous, on poste nos documentaires sur YouTube. Quand on en a fait un sur la révolte des Gilets jaunes et qu'il y avait des images de violence policière parce que les policiers français ont tiré dans les yeux des manifestants et que parfois il y a du sang, c'est pas de notre faute, quand on tire dans un œil, il y a du sang. Et bien YouTube, ils ont un algorithme automatique qui fait que la vidéo, il la dérecommande. Donc elle va faire 50 000 vues, puis ils vont la tuer en vol. Plus de vues. Elle est plus recommandée. Alors, elle n'est pas censurée, vous pouvez la trouver, mais elle ne va pas être recommandée à la communauté, donc elle va mourir. Ça, c'est un problème. Les Américains, ils n'aiment pas la violence. Il ne faut pas montrer la violence des flics. Bon,
Je suis désolé, ça fait partie de l'histoire de France, cette violence. On a eu 4500 blessés en un an, c'est la plus grave répression depuis octobre 61, c'est important. YouTube ne veut pas. Par contre, faites une enquête sur le président Macron magouille sur son patrimoine, il a planqué du fric dans des paradis fiscaux, les Américains, ça ne les dérange pas. Ça, c'est l'affaire du Watergate, les grandes enquêtes, ça passe. La violence des flics, ça passe pas. Et le sexe, c'est encore plus compliqué, mais voilà. Donc oui, on dépend de ces trucs-là. Twitter peut supprimer un compte du jour au lendemain. TikTok, par exemple. TikTok, c'est les Chinois. On a publié des petits extraits de notre documentaire sur le patrimoine de Macron. Je vous fais court. En fait, il a un peu triché sur son patrimoine. Il a fait le mec qui est pauvre. En fait, il a plein d'argent de la banque Rothschild. Je vous fais court. Hein. Bon. Et probablement une partie planquée à l'extérieur. On publie ce truc en petit extrait sur TikTok. Dès qu'on arrive, c'est très précis. Dès qu'on arrive sur Macron... voilà, une source qui me dit qu'une partie de l'argent serait, lui aurait été versé à l'étranger pour des raisons fiscales. TikTok me dit, ah, mais ça ne respecte pas les règles de notre communauté. Je vous souhaite bien du courage d'appeler Monsieur TikTok. Bonjour Monsieur TikTok, quelles sont les règles de votre communauté? Vous pouvez m'expliquer, etc. Non, même YouTube, vous ne pouvez jamais les joindre. YouTube, on nous a dit, vous envoyez des lettres d'avocats. Ils en ont rien à foutre, quoi. C'est les ricains, sont puissants, et ta lettre d'avocat, il la déchire. Enfin, tu peux rien faire sur ces gens-là, qui sont les amis de Macron, par ailleurs. Hein. Macron défend beaucoup ces GAFAM en France. Donc oui, on est dans les mains de ces gens-là. Donc, à la fois, c'est le seul truc qui aujourd'hui permet de déverrouiller le système, parce que par les réseaux sociaux, quand même, je vous donne un exemple. Le documentaire sur le patrimoine de Macron, on fait 2 200 000 vues. Un autre sur l'affaire Collère, numéro 2 de l'État en France, le scandale qui menace Macron, 2 millions de vues. Un complément d'enquête sur France Télévisions avec l'argent de la redevance des Français, du CNC, les subventions de partout, ils font 1 million, 2 millions de vues. On fait la même chose, voire plus, sur YouTube, accessible depuis le monde entier, en accès libre pour 10 ans, sans restriction. Vous voulez voir un complément d'enquête, il faut vous inscrire sur le site de France Télévisions, c'est galère, ça reste un mois, ça. Donc en fait, en termes d'impact, c'est très fort YouTube en même temps. Mais il ne faut pas parler de la violence des flics. Donc pour l'instant, on a intérêt à aller sur ces réseaux, on n'a pas le choix. Mais moi, je ne vous cache pas que si éventuellement les Européens pouvaient construire quelques réseaux sociaux qui ne dépendaient pas de Trump, franchement... Comment vous expliquez le phénomène est-ce que c'est la continuation de ce phénomène comment ça s'appelle votre ancien Bolloré. Et comment vous expliquez l'arrestation du patron de Telegram? Je suis tellement crevé par la gestion de l'offre que je ne suis pas forcément très bien à l'actualité. Donc, je ne sais pas, le patron de Telegram, je n'ai pas suivi le dossier. Je sais que Macron était plus ou moins proche de lui. Bon, il a été arrêté par la police parce que sur son réseau, apparemment, il y a quand même beaucoup de merde qui traîne. Je sais pas. La modération est assez légère. Disons. Voilà, c'est un peu classique. Alors, je ne pense pas qu'il soit le seul, mais c'est vrai. On est sur le débat des libertariens américains de la Silicon Valley qui disent liberté totale de la communication, pas de censure, on peut tout faire. Bon, ok, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Et de l'autre côté, il laisse passer des trucs qui sont absolument insupportables. Donc, ça pose la question de comment réguler. Donc, eux, ils sont pour une soi-disant liberté totale. Mais la liberté totale, alors à ce moment-là, allons-y. On peut aussi violer des enfants. Enfin, c'est tranquille. Hein, la liberté totale, allons jusqu'au bout. Hein. Donc, la liberté totale, c'est pas possible, en fait. Enfin, ou alors, on est tous des criminels, quoi. Il y a des limites à la liberté totale, évidemment. Par exemple, le respect des lois. Voilà, enfin, je fais court, mais après... pour contrôler la partie information et propagande, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je ne sais pas, je ne défends pas Elon Musk, mais demain matin, vous êtes à la tête de Twitter, il faut faire le tri dans les contenus. Et vous allez avoir des gens qui vont vous dire, non, mais en fait, les images tournées par le reporter palestinien à Gaza, là, c'est de la propagande du Hamas, ça, c'est pas possible, ça, on enlève. Bah, sur quels critères? Ou alors, donc, voilà, ça va très très vite et en même temps, je pense qu'on ne peut pas tout laisser publier, mais bon, je ne sais pas qui peut réguler ça. Enfin. On a X, excusez-moi, mais moi je ne regarde plus la télé et j'ai plus d'abonnement, je n'arrive plus. Avec les téléréalités, les programmes de. Je peux plus. Et l'information, je la suis surtout sur X et puis je suis mieux informée et je préfère mieux ce que postent les indépendants qu'Al Jazeera, parce que même Al Jazeera en arabe, c'est devenu un peu, ils sont bloqués par rapport à Al Jazeera en anglais. Il y a encore un peu de toute façon, d'ouvrir un canal pour que n'importe quel citoyen puisse poster, je sais pas, faites une vidéo d'un avion qui tombe, d'un policier qui tape quelqu'un, de n'importe quoi, de savoir qu'on peut le poster sur un réseau mondial où ça va pouvoir être vu, pour moi, c'est un énorme progrès pour l'humanité, c'est une évidence. Et tous les grands médias parce qu'il faut voir l'hypocrisie des grands médias, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent depuis des années, non, mais les réseaux sociaux ont quand même beaucoup de désinformation, c'est manipulé, même à Canal, ils nous ont dit ça, à l'époque, ils nous disaient, oh, Mediapart, attention, hein, Mediapart, bon, Mediapart, je suis désolé, ils ont révolutionné le journalisme en France, et Canal+, c'était quand même, bon, donc, le côté, les réseaux sociaux, attention, ça me fait doucement rigoler, la manipulation, elle est dans les grands médias aussi, les fake news, maintenant, elles sont dans les grands médias aussi, bon, les réseaux sociaux, au moins, les citoyens peuvent poster, bon.
Donc, moi, on va se calmer. Le but, c'est de désenclaver, de faire que les choses puissent circuler. Après, Moi, je reçois tout comme ça. Moi, je regarde juste les titres. On marque ce que je dis dans toutes les informations qu'on a. Guerre Israël contre Hamas. Je suis désolée, là, c'est déjà faux. On va tout plus loin dans le détail. Rien qu'une guerre par rapport au titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent juste le titre. Je suis désolée, la guerre, elle n'est pas contre Israël et Hamas. C'est contre Israël et le civil palestinien. Tout Palestinien a le droit de mourir et il n'y a personne qui sanctionne. Donc, pour moi, déjà, cette petite information est déjà fausse. Est-ce qu'on peut faire déjà un tribunal ou quelque chose contre ces titres-là? Parce que moi, en tant que Palestinien, je ne suis pas d'accord de dire ça. je vous comprends. Alors, Palestine, Hamas. ouais, je sais bien, mais un tribunal contre ces gens-là, je vous souhaite bien du courage pour créer un tribunal sur ces gens-là. Non, après, pour revenir sur la disproportion entre les grands médias et ceux qui les suivent, et puis des médias plus petits, je vous disais, il y a des lecteurs, le journal leur tombe des mains tellement il se fout de la gueule du monde. Je fais court. Je pense que les médias indés, à condition qu'ils mettent en place des règles éthiques d'honnêteté vis-à-vis de l'information, ont vocation à avoir un public qui va grandir, parce que les gens, plus ça va, plus ils mesurent, comme vous dites, la malhonnêteté d'un certain nombre de grands médias, et plus ils vont aller vers quelqu'un à qui ils ont confiance. Pourquoi? Parce que quand vous revenez du boulot, vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez pas toute la journée, comme nous, pour lire le journal, vous informer, vérifier, etc. Vous avez un travail, et quand vous revenez le soir, vous avez un quart d'heure, une demi-heure pour suivre l'info. Et donc, vous avez besoin d'une information un tout petit peu fiable en qui vous avez confiance. Et donc, quand les médias indés disent « nous, on a des règles éthiques », je pense que mécaniquement, le public va avoir plus confiance dans ces médias indés que ceux des grands milliardaires. Donc, je pense que mécaniquement, on va gagner de l'audience, de même qu'on gagne des donateurs. En France, c'est un combat, la guerre est lancée, on va gagner de l'audience et des donateurs. Et les grands médias, plus ils sont abîmés par des Bolloré, qui sont quand même d'une vulgarité absolue. Parce qu'en plus, il est bête. Enfin, moi, je le remercie, Bolloré, en fait, parce que grâce à lui, le public français commence à ouvrir les yeux sur ce que c'est que la manipulation de l'info. Avant, Bernard Arnault, Drahi, ils faisaient ça. Alors, Drahi, avec qui il y avait 24 News, c'est gratiné. Mais en gros, quand même, les mecs essayaient de faire que ça ne se voit pas trop. Alors, en fait, il y avait des trucs qui étaient censurés discrètement, on poussait certains sujets, mais un peu, quoi. Puis le public, il dormait, il ne voyait pas, puis il lisait le journal, puis il ne voyait pas le problème. Ce qui est formidable avec Bolloré, c'est que lui, il arrive, il dit alors, je vous fais court, hein, quand il arrive à Canal en 2015, mai 2015, nous, on faisait une enquête sur un banquier qui acceptait des valises de cash et qui poussait les gens à planquer leur fric en Suisse pour ne pas payer d'impôts. On ne savait pas que c'était un pote de Bolloré, le mec. Donc, on fait une enquête, super, etc. Et Bolloré, non, c'est pas qu'il arrive, c'est qu'on voit passer un mail qui dit « Ah, votre truc est déprogrammé », on ne nous parle même pas, on ne sait pas pourquoi il est déprogrammé, on nous dit « Il faut trouver un autre film en urgence », et on comprendra au bout de mois qu'en fait, c'est le pote de Bolloré qui l'a aidé à financer son entrée dans Canal+. Donc, je fais court. Donc, Bolloré dit « Alors, mon copain le banquier qui truande, tu touches pas. Les guignols qui se foutent de la gueule de Sarkozy, non, non, non. Le zapping qui a raconté que j'avais censuré un documentaire, je veux plus du zapping. Et Yann Barthès qui m'emmerde, il va passer en crypté. » Autant vous dire que le public en France a commencé à comprendre la violence du mec. Bon, là, quand on voit CNews, et toute la journée, ils sont en boucle sur les musulmans, les étrangers, les délinquants, les machins, tu as envie de leur dire, mais en fait, tu veux quoi, en fait moi, cette fois, ça m'énerve, Zemmour, tu as envie de dire, attends, stop, pas de problème. C'est quoi ton projet, en fait? C'est l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud, c'est les musulmans, on va faire quoi? On va les jeter dans la mer, on va en tuer 6 millions, enfin, c'est quoi? C'est l'Holocauste, le projet? Parce que, allons jusqu'au bout, ça, parlons-nous cash, quoi. Voilà. Ou alors, si on dit, non, on va tous cohabiter ensemble, à ce moment, on va essayer de se parler correctement, de se respecter. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même religion, on n'a pas tous les mêmes origines. On va essayer de vivre ensemble. Sinon, la logique de Zemmour, quand il dit aux Blancs, prenez les flingues, il va falloir y aller avec des guns. Donc, c'est quoi, en fait? C'est la guerre civile. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai pas envie qu'il y ait la guerre civile en France, ça m'intéresse pas. Et je pense qu'on peut cohabiter sans s'entretuer, à condition de respecter des règles de vie en commun correctes. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Bolloré a quand même fait beaucoup pour réveiller l'opinion française, faire prendre conscience à un certain nombre de journalistes qu'effectivement, il y avait peut-être un petit problème dans la possession des médias. Alors maintenant, ce qu'ils disent les autres, c'est que moi, j'avais une journaliste du Monde qui fait une critique du bouquin, donc elle me dit, on prend un café, bon, déjà, j'étais content, il faut un papier, c'est déjà pas mal. Puis on discute, puis elle était un peu gênée, puis elle me dit, quand même, vous dites quand même que tous les milliardaires abîment l'information, ben moi, c'est pas vrai, je suis avec Xavier Niel au Monde, il est quand même sympa, ça se passe bien et tout. Je lui dis, oui, mais le vôtre, c'est pas le plus méchant. C'est pas un problème de. Il y a des gens bien dans ces journaux, il ne faut pas non plus jeter voilà, il y a des gens qui travaillent correctement, puis ils sont bien payés, puis il y a des très bons journalistes au Monde et ailleurs. Mais c'est juste que voilà, le bouquin sert à poser un petit peu la question de ce système. Il y a un problème quoi, dans la propriété des médias et dans le fait qu'il n'y a pas de règle du jeu en termes d'éthique. Voilà, après. Mais bon, mon petit espoir, c'est que je pense que les citoyens français sont en train de financer les médias indés, du coup de voir la différence, parce que par exemple, le média qui est une chaîne de gauche, quand vous regardez le média, vous avez un peu moins de dégueulis racistes tous les jours, vous avez un peu plus de gens intéressants qui viennent parler, vous avez peut-être un peu moins de fake news, même s'ils ont peu de moyens. Et donc, je pense que les citoyens vont... Voilà, enfin, je veux dire, le problème de Bernard Arnault et des autres, c'est que si nous, on fait
un peu d'informations subversives par les médias indés, en fait, on fait tomber à terme leur château de cartes, à mon avis. Mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, quoi. Je pense que la démocratie est en crise. On a toujours dit que la démocratie est basée sur la séparation des pouvoirs, législatif, judiciaire, exécutif. Et puis, pour contrôler cette séparation, on a pensé à un quatrième pouvoir, c'est le pouvoir des médias. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un cinquième pouvoir qui domine les médias et automatiquement, il domine tous ces... C'est vrai que dans la séparation des pouvoirs, de l'argent. voilà, dans la séparation des pouvoirs, il y avait pouvoir exécutif, le gouvernement, pouvoir législatif, le Parlement, pouvoir judiciaire, ok, et puis on a inventé le quatrième pouvoir, la presse. Mais ils sont où les milieux d'affaires là-dedans? Dans cette conception qui date de Montesquieu, il n'y a pas de milieu d'affaires, il n'y a pas de révolution industrielle, il n'y a pas tout ça. Aujourd'hui, effectivement, le cinquième pouvoir, voire le premier, hein, c'est le monde de l'argent, qui, aujourd'hui, un homme politique en France ou une femme qui veut se présenter à la présidentielle, s'il ne va pas montrer patte blanche aux 5 milliardaires qui tiennent les médias, mais il n'a aucune chance. Et regardez un Mélenchon qui va bousculer un peu les intérêts de ces gens-là, il est diabolisé, invisibilisé totalement dans la presse. Donc, vous êtes obligé quelque part de passer par ces gens-là. Enfin, c'est pas possible, en fait. On peut pas... la presse devrait regarder avec objectivité tous les projets politiques, faire un travail de fond, voilà, plutôt que d'être entre les mains de 5 types qui ont décidé du sort de la France alors qu'ils ne sont pas élus, hein, parce qu'aucun de ces 5 milliardaires n'est élu par personne. Ils sont attaqués à ce cinquième pouvoir financier. Qui paie l'encre. Comment vous expliquez le traitement des médias de la guerre ukrainienne, LCI, etc. La mission a été la diabolisation. Poutine, c'est le méchant. Zelensky, c'est le démocrate. Azov, ce sont des activistes pour la paix. Lorsqu'il y a des sigles néo-nazistes ukrainiens, non, il ne faut pas les montrer. C'est le problème d'une lecture en noir et blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, LCI, alors LCI, c'est la chaîne info du groupe TF1. C'est Poutine. Par exemple, LCI, ils disent, bon, bah, BFM TV, c'est le hard news, CNews, c'est Radio Flic et contre les étrangers. Donc, nous, comment on pourrait exister? Tiens, bon, on va faire de l'international puisque personne n'en fait. Donc, LCI, ils n'arrêtent pas de faire de l'international et ils sont en boucle sur la guerre en Ukraine. Bon. Avec la lecture du groupe TF1, le groupe TF1, c'est un groupe historiquement d'un industriel du bâtiment de droite, je fais court. Hein. Je pense que, par exemple, il y a une culture à TF1, en gros, ils n'aiment pas les Russes parce que les Russes, c'est des communistes. Je suis un peu caricatural, mais il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une espèce de défiance à l'égard du bloc de l'Est, et dans leur tête, ils continuent. Bon, même si après, moi, je ne suis pas un partisan de Poutine non plus, hein, attention. Hein, bon, il fait quand même tirer d'une balle dans la tête les journalistes dans la rue de Moscou, Anna Politkovskaya, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des lectures dans la presse française très manichéennes, très tout noir ou tout blanc. C'est un peu énervant parce que moi, je suis comme vous, quand on me dit, bah, en fait, lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant, je sais que c'est toujours un peu plus compliqué. Et certains disent, par exemple, que l'Occident avance quand même grosso modo vers la Russie. Maintenant, on marche sur... voilà, on a poussé tout un tas d'anciennes satellites de l'Union soviétique à se révolter contre Moscou, probablement à juste titre. Hein, mais je veux dire, au bout d'un moment, si on se met 2 secondes à la place de l'autre, il peut avoir l'impression, finalement, que l'Amérique avance ses pions et que lui, il a peut-être envie de reconstituer son fantasme de l'Empire soviétique. Enfin, en tout cas, il y a là des confrontations entre des gros blocs dont il faut prendre en considération et faire attention, parce que là, bon, Poutine, il est peut-être fou, mais enfin, il a considéré que ça n'allait plus, il a décidé qu'il envoie son armée, puis maintenant, c'est la merde, quoi. Et la paix, elle n'est pas là demain matin. Donc, c'est vrai que ce côté, voilà, moi, je suis d'accord avec vous, hein, ce côté, les Ukrainiens sont parfaits, enfin, tout le monde sait dans la presse que le jour où on va commencer à gratter sur Zelensky, il a peut-être aussi des défauts, il est peut-être aussi corrompu, donc... mais c'est trop compliqué, les médias pensent qu'il faut vraiment... Les gens sont cons, donc il faut leur dire, voilà, lui, il est gentil, lui, il est méchant. Bon, c'est plus compliqué que ça. Avec ce type de programme sur LCI, moi, je regarde pas beaucoup, mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a l'obligation de commenter constamment tout ce qui se passe, même quand il ne se passe rien. Est-ce que ça ne pousse pas les gens qui, je sais pas, ils ont leur rond de serviette sur ces plateaux? Ça, c'est un autre très gros problème qui ne vous aura pas échappé. Vous avez vu que depuis quelques années, il y a des chaînes d'infos en continu. Donc, qui dit chaîne d'infos en continu, dit en continu. Donc là, il faut que... Imaginons, par exemple, j'ai rien à vous dire. Rien d'intéressant. On me dit, bah, en fait, il faut quand même que tu leur parles pendant 3 heures. Donc, je vais essayer de vous parler pendant 3 heures, mais au bout d'un moment, ça n'aura aucun intérêt, en fait. Donc, de 2 heures, vous allez vous dire, en fait, ça fait 2 heures que le mec il me parle, mais il n'a rien à dire. Ah oui, parce qu'on m'a dit qu'il faut que je vous parle, en fait. Donc, c'est ça, en fait, les chaînes d'infos en continu. Donc, c'est caricatural, vous l'avez tous vu. Hein. Vous avez un fait divers, envoyé spécial. Alors, un mec, il saute dans sa voiture, envoyé spécial, j'arrive sur place, il y a les montagnes derrière moi. Et oui, apparemment, il a tué sa petite fille, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais
je tiens l'antenne. Bon, ça, c'est assez insupportable. Alors, c'est peut-être excitant pour le public parce qu'on a l'impression qu'on est en direct, il y a de la tension, le mec, il va nous dire, mais en général, l'envoyé spécial, en fait, il ne peut pas vous dire pour une raison simple, c'est qu'au lieu d'aller faire son boulot, d'aller trouver les infos en parlant avec les flics et les gens, il est comme un con avec sa lumière et sa caméra en train d'essayer de vous parler. Donc, pour ça, il ne travaille pas. Hein, il travaille pas. Il occupe l'antenne, donc il ne fait pas son boulot d'enquête. Donc, moi, je suis très défiant à l'égard de ces chaînes d'infos qui sont quand même globalement assez insupportables. En plus, il y a un côté surenchère. Enfin, c'est insupportable. Taisez-vous. Arrêtez d'occuper l'antenne pendant 7 heures alors que vous n'avez pas d'infos. Allez bosser, c'est pas grave, j'attendrai demain matin, vous m'expliquerez ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre, j'en ai du boulot, j'ai pas 5 heures à passer sur une chaîne d'infos qui va rien me dire. Avec l'espoir que peut-être on va. Bon, c'est insupportable. On a tous peu de temps le soir, enfin, quand on revient, on veut bien s'informer rapidement des trucs essentiels, mais on veut les infos. Donc, moi, les faits divers, combien de fois, ça m'exaspère depuis des années, jamais il y a la question. Même un criminel, quoi. Enfin, quelqu'un qui a fait un crime, il s'est passé quelque chose dans sa vie, il a une histoire, il a un traumatisme. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Il faut essayer de comprendre. L'idée de comprendre, déjà, ça serait un gros mot, c'est. Enfin bon, bref, c'est insupportable. Et donc, mais voilà, arrêtons de regarder les chaînes d'infos parce qu'aussi, on gagnera quand le public. Parce que ces gens, leur faiblesse quand même, c'est que ça tient tant qu'on suit leurs médias. Il faut bien comprendre que si demain, on n'écoute plus la radio de ce monsieur ou on lit plus son putain de journal, en fait, il est comme un con parce qu'il n'y a plus d'annonceurs publicitaires, plus personne n'achète. Les journaux gratuits de Bolloré, avant, il les distribuait partout dans les gares, en France, machin, les journaux gratuits, machin. Ça tombait des mains des gens tellement c'était naze. C'était vraiment de la merde. Donc, les gens les tombaient. Maintenant, même à Canal+, avant, il avait des grands kiosques qui mettaient ses journaux gratuits tous les jours. Ils se disaient, il y a 800 salariés qui vont lire mon journal gratuit. Mais même pas. Il y en a 5. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Déjà direct matin. Ouais, tous ces trucs-là, là, c'est même pire que 20 minutes, c'est vraiment bon. Donc, les gens ne les lisent pas. Donc, maintenant, il a arrêté de mettre ses journaux gratuits dans les kiosques, plus personne ne les prend. Donc, c'est pour vous dire que si ça pouvait arriver pour les médias pourris, ces gens-là, bon, en fait, ça s'écroule leur système si on ne le lit pas. Donc, ce qui est le problème, c'est que comme ils accrochent les gens, Paris Match, mais même le Canard enchaîné qui est hyper macroniste, ils sont passés de 500 000 ventes par semaine à 200 000. Donc, ces journaux s'affaiblissent avec leur médiocrité, donc. Mais il faut, je pense que la seule action politique des citoyens qui a du poids, c'est de se demander, mais c'est comme, qu'est-ce que je consomme? Est-ce que je consomme du bio ou de la bouffe industrielle? Qu'est-ce que je consomme comme information? Si demain, même si c'est de l'information gratuite, si vous ne consacrez plus votre cerveau à écouter de la propagande, vous les tuez en fait. Voilà. Et si vous regardez un média indépendant, et si éventuellement vous lui faites un petit don d'1 ou 2 euros de temps en temps, en fait, vous êtes en train de développer un système. Je fais super court, mais ces grands médias, ils coûtent très cher. Beaucoup de salariés, beaucoup de frais de locaux, je sais pas, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros pour le loyer d'un média, c'est très cher. Nous, par exemple, on n'achète rien, on a un local à 1000 balles par mois, on ne peut pas faire moins dans Paris, tout l'argent, les précieux euros des citoyens, parfois c'est des petits retraités qui n'ont pas de sous, mais qui nous disent c'est bien ce que vous faites, je vous envoie 3 euros, tout cet argent sert à payer de la matière grise des journalistes. Il n'y a rien qui est gâché, quoi. Voilà. Moi, ça fait 2 ans que je ne me paye pas, c'est un choix, je suis sorti de Canal+ avec un peu de sous, je ne me paye pas, je loue des voitures en autopartage et je prête ma maison sur Booking pour survivre, parce que la presse indépendante, c'est difficile. Mais je veux dire, le moindre euro, je peux vous dire qu'il est consacré avec honnêteté. On ne fait pas des conneries, enfin, on n'achète pas des campagnes de pub à la con, on met tout dans le contenu, quoi. Et je pense que les citoyens le sentent, et moi, je leur dis souvent, le moindre euro est bien traité. Et mes copains de reporters écologiques, c'est pareil, c'est un type qui est super honnête, il fait vachement attention au fric. Donc, tout ça, c'est vertueux. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont piger, en fait. Investigation. Off-investigation.fr, O2F. O2F-investigation.fr. Comment, monsieur, doit vous expliquer la vulnérabilité de la presse française au niveau de l'éthique? Combien de dictateurs africains a été blanchi par les médias français, par exemple, sans parler du rôle joué de ce fameux Vincent Bolloré à côté des dictateurs africains. Mais votre question, ça revient à poser la question. Oui. Permettez-moi, même les Saoudiens, même Mohamed Ben Salman, ce criminel qui a tué les enfants à Yémen, même Mohamed Ben Zayed, ce criminel qui continue à tuer des femmes et des enfants au Soudan, au Yémen, même Abdel Fattah Sisi, ce dictateur criminel qui a été présenté comme un Napoléon de l'Égypte par un journaliste français. Comment vous expliquez ça, monsieur? Parce que vous pensez qu'en fait, l'humain est quelqu'un d'éthique. Parce que non, mais c'est terrible. Hein, est un donneur de leçons. Ça, c'est sûr. Non, mais la question que vous posez sur l'éthique des journalistes, bon, moi je ne connais pas les journalistes du monde entier, mais ça pose la question de l'éthique humaine. C'est-à-dire que, oui, quand on ouvre les yeux et qu'on regarde, mais c'était pareil en France pendant la collaboration, il y a plein de périodes. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des tas de gens,
qui vont soit s'installer dans l'idée qu'il n'y a pas de problème parce qu'en fait ils sont payés, ou qui vont même pas voir les problèmes éthiques qu'oppose. Voilà, tout le monde n'est pas droit et éthique, donc voilà, les gens s'arrangent avec ces réalités. Par exemple, oui, mon actionnaire m'empêche de faire ça, mais je peux quand même faire certaines enquêtes, donc je ne vais pas chier dans la colle. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, malheureusement. Quant au courage, parce que on faisait une interview d'un journaliste du Canard enchaîné la semaine dernière. Il est intéressant ce garçon parce qu'il s'appelle Christophe Nobili, et il y a 2 ans, après l'affaire Pénélope Fillon, emploi fictif, Christophe Nobili découvre qu'au Canard enchaîné, il y a une dame qui est payée depuis 25 ans et qui fait rien, la femme d'un dessinateur, et qui est payée 5 000 € par mois. Donc c'est du détournement de l'argent du Canard enchaîné pour quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, je vous fais court. Il découvre ça et un peu naïvement, il dit à ses chefs, mais c'est quoi cette histoire? On paye quelqu'un qui fait rien, c'est quand même beaucoup d'argent, etc. Et les chefs font écoute, oui, enfin bon, c'est pas un sujet, non, mais en fait, elle travaille. Bon, le mec, il est un peu méfiant, il gratte, il s'aperçoit que la dame ne travaille pas, il insiste et tout. On lui dit non, mais tais-toi. Il dit ah ben non, je ne vais pas me taire. On dénonce dans la politique les emplois fictifs, et au cœur du principal hebdomadaire français, le journal satirique Le Canard enchaîné, on aurait une situation comme ça. Donc, il lâche pas l'affaire. Il fait un bouquin, il porte plainte. Porte plainte contre son patron et fait un livre. Bon, comment vous dire, Christophe Nobili, il vit depuis 3 ans. Une situation, il arrive au journal le matin, tu as 40 personnes qui lui font la gueule, personne ne lui dit bonjour. Il a quelques soutiens parmi les petits du journal qui sont mal payés parce qu'il les défend et eux, ils sont d'accord avec lui, mais ils n'osent pas le dire. Et il y a toute une partie de la rédaction qui lui crache à la figure depuis 3 ans. Donc il est dans un harcèlement moral terrible, mais il ne veut pas lâcher. Les dirigeants du Canard enchaîné vont être jugés par la justice dans un mois à Paris pour cette histoire d'emploi fictif. Mais tout ça pour vous dire quoi? On l'interviewait l'autre fois et il nous disait. Il était un peu dépité de savoir que, par exemple, tout le monde ne le soutient pas dans sa rédaction, que les gens ils se disent toujours « bah oui, mais moi, il faut bien que je paye mon loyer, donc je ne dis rien ». Bon. Et il disait, il appelait ça l'excuse de précarité. Hein. C'est vrai que ce métier est précaire. Les jeunes journalistes en France, c'est vachement dur. Enfin, ils sont payés au lance-pierre, à la pige. Si demain tu dis à ton chef, ça c'est pas très honnête, on t'appelle plus, tu peux plus travailler. Enfin, ils sont pas en CDI. Il faut comprendre la précarité des jeunes journalistes. Vivre dans la capitale, parce qu'en France, on a beaucoup concentré à Paris, c'est hors de prix de se loger. Donc, les jeunes journalistes, c'est très compliqué. Et donc, moi-même, dans l'équipe, ils me disent, si je fais un article pour critiquer tel propriétaire de presse, est-ce que tu ne crois pas que demain, ma carrière va être un peu mise en difficulté parce que je ne pourrai plus être recruté chez ce type-là? Et je comprends leur position. Mais comme disait Nobili, il y a un moment donné dans le métier qu'on fait, il faut être en capacité parfois de dire à son boss, je ne fais pas un truc malhonnête, et éventuellement de partir d'un journal, et éventuellement de démissionner, etc., etc. Et on était assez d'accord tous les deux. Enfin, pardon de revenir sur la période de l'occupation, mais les gamins de 16 ou 17 ans qui prenaient les armes en 1943 en France, c'était pas de perdre leur boulot qui risquait, je veux dire, c'était là dans la tête. Donc, il y en a plein qui l'ont fait. Alors, aujourd'hui, on les glorifie. Oh, les résistants, super, le mec, le pauvre, il a été fusillé par les Allemands à 15 ans. Bah ouais, mais le mec, il a eu du courage, quoi, de le faire, ça, ou des femmes, enfin bon. Donc, il y a un moment donné, si vous choisissez ce métier dans une société démocratique, il faut le faire avec droiture, quoi. Je veux dire, les journalistes palestiniens qui risquent leur peau, je crois qu'il y a eu 80 morts en un an. Enfin, regardons un peu ce qui leur arrive. Hein. Le mec, il meurt d'informer les gens. Bon, donc nous, ici, on ne meurt pas. Peut-être on perd son boulot. Moi, je suis un peu radical, mais c'est un discours qui est difficile à entendre. Mais oui, il faut lancer des médias indépendants. Oui, il faut parler aux citoyens. Oui, il faut dire, il n'y a pas de solution démocratique sans vous. C'est vraiment vous, parce que vous êtes l'enjeu stratégique, l'opinion. C'est à vous de vous poser la question, qui paye les journalistes? Si ce n'est pas vous qui payez les journalistes, c'est quelqu'un d'autre, et en gros, c'est mort, quoi. C'est un peu radical, hein, mais voilà, je pense que... Ouais. Une question, est-ce que vous avez traité du sujet de l'employé ukrainien? Alors, nous, pas beaucoup, mais il faut dire que comme on est un tout petit média, pas trop d'international. On a des priorités. C'est-à-dire qu'en fait, faut bien comprendre, hein, on a très peu de journalistes, très peu de moyens, donc on fait ce qu'on peut, on fait du documentaire plutôt sur le pouvoir politique français. Pourquoi on ne va pas sur l'international? Parce que c'est une thématique quand même qui est relativement traitée par les grands médias, pour le coup. Comme ça ne dérange pas Macron, ils y vont, alors pas toujours très bien. Ouais, pas toujours très bien, mais ils y vont un peu, alors je suis d'accord. Mais nous, il ne faut pas rêver. On s'est créé il y a 2 ans. Allez, on lève, mettons, 300 000 € par an, on doit payer 8 salaires, ça va super vite, quoi. Tout est lié, que ce soit les pouvoirs français, tout est lié, c'est imbriqué dans un pouvoir supranational. Là, vous parliez de Poutine, vous parliez du conflit russo-ukrainien un peu superficiellement, avec un méchant quand même, côté Poutine. Je peux vous poser la question, est-ce que vous connaissez George Friedman? Ouais.
Vous connaissez Zbigniew Brzezinski? De nom, ouais. Oui. Ben, si vous n'avez pas lu ces deux personnes, vous ne comprenez rien au conflit russo-ukrainien. Toute la base est là, parce que tout a été planifié depuis des décennies, en fait, sur l'encerclement de la Russie, sur le fait qu'ils vont pousser Poutine, enfin, à l'époque, ils ne savaient pas encore que c'était Poutine, mais depuis 2015, Friedman, qui est quand même un faucon de Washington, qui a fondé Stanford, un think tank qui conseille la Maison-Blanche, il a dit qu'il allait pousser Poutine dans cet tranchement et qu'il y aurait une guerre en Europe. Et voilà. Si on ne connaît pas ça, on ne parle plus de rien. Voilà. Et c'est pour ça que sur le thème que vous évoquez, moi je serais ravi qu'on fasse un truc là-dessus. Évidemment, on irait dans cette direction-là, c'est-à-dire lire les types qui ont parlé, repérer ce qui s'est dit. On irait sans tabou et sur cette question ukrainienne, on questionnerait un petit peu les évidences des grands médias et probablement qu'effectivement, on trouverait qu'il y a un plan américain assez pensé. Mais c'est 6 mois de boulot, un journaliste expérimenté, des déplacements à l'étranger. C'est ça le problème, c'est que là, vous vous concentrez sur des problèmes franco-français, alors qu'on est devant un phénomène qui risque de nous entraîner dans un conflit mondial. Ouais. Donc c'est là qu'il faut plutôt chercher, parce que le problème de Macron qui donne son pognon, ça on sait, je dis, mais là, il y a quelque chose qui risque de nous péter à la figure. Je suis d'accord avec vous. Vous me filez 500 000 euros? Écoutez, alors, soit on fait le travail, soit on ne fait pas. Avec quel argent? Mais moi, j'ai lu Brzezinski, j'ai écouté Friedman, ouais. Et je sais pourquoi cette guerre a eu lieu. Et vous me dites, ouais, bon, peut-être que Poutine, tout d'un coup, il a envie d'envahir l'Ukraine, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas sur un phénomène gravissime où on ne va même pas investiguer un minimum. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a un problème qui ne va pas, pour ce qui concerne nous, il y a un problème qui ne va pas dans le financement de la presse en France. Parce qu'il y a énormément d'argent, des impôts qui va financer les médias des milliardaires. Quasiment rien n'est fait pour les médias indépendants. Et on a des lois du genre secret des affaires qui nous tombent sur la gueule, qui fait qu'on risque les procès. Donc, il faut bien comprendre dans quel type de rapport de force on est. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Non, mais nous, attendez. Moi, j'y passe 16 heures par jour depuis 3 ans. On fait des appels aux dons, on fait des vidéos, on fait tout ce qu'on peut pour grossir et avoir une communauté qui nous finance. Après, moi, je suis pas magicien, quoi. Nous, on appelle aux gens, on fait des vidéos, on a une chaîne YouTube, on a 175 000 abonnés en 2 ans. C'est pas mal. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Inoxtag, il fait un documentaire sur l'Everest, il fait 10 millions de vues en 24 heures. Alors, on n'arrive pas à ces scores-là, donc on avance. Mais de toute façon, même les médias indépendants qui parlaient de Blast, Denis Robert, je me souviens d'une vidéo de Denis Robert qui interrogeait Étienne Chouard sur les Gilets jaunes. Et tout d'un coup, Denis Robert était coaché par un agent sioniste, il faut le dire, à côté de lui. Il commence à poser la question à Étienne Chouard, qu'est-ce que vous pensez des chambres à gaz, alors qu'on parlait des Gilets jaunes. Et là, Étienne Chouard est tombé nu, il dit, mais c'est pas le sujet. Et là, on pousse, en fait, Étienne Chouard à dire qu'il est antisémite, négationniste. Ouais. Voilà. Donc, Denis Robert, qui pourtant, dans l'opposition journalistique, serait plutôt dans quelque chose de plus investigation, et ben voilà, il est aussi sous la coupe de certains milieux. Je pense que c'est l'optionniste, je le dis carrément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, mais voilà, ça reste parsemé comme ça, mais en fait, ils tiennent l'ensemble. Je ne pense pas tout à fait qu'ils tiennent l'ensemble. Le lobby sioniste, il est très influent en France. Hein, moi, je parle de ce que je connais. Je ne pense pas qu'ils tiennent l'ensemble. Après, pour moi, ça revient à ce que je disais. L'info est un combat permanent contre de très puissants intérêts qui veulent l'étouffer. Alors, vous parlez de lobby sioniste, il y en a d'autres. Il y a plein de puissants intérêts qui ne veulent pas qu'il y ait d'infos. Il y a 9 grands milliardaires qui c'est pas des sionistes. Ah bah, Martin Bouygues, à ma connaissance, il n'a pas de rapport avec Israël, ou alors je ne sais pas, je ne suis pas au courant. C'est la principale chaîne française, TF1. Pour dénoncer les crimes de Netanyahou. Je pense qu'il est quand même sous une certaine coupe pour ne pas. Peut-être qu'il ne fait pas de la propagande, mais en tout cas. Ça pose la question pourquoi, effectivement, les grandes chaînes françaises sont plutôt en défense de Netanyahou depuis pas qu'un an, d'ailleurs, ça fait plus longtemps. C'est une vraie question. Alors, est-ce que. Alors, ça dépend d'ailleurs des propriétaires. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une raison unique, hein, ça dépend lesquels. Drahi, c'est une chose, Bolloré, c'est autre chose, Martin Bouygues, c'en est une troisième. Moi, je pense qu'il y a quand même un prisme globalement de défendre plutôt. Israël est très lié aux États-Unis, donc l'Occident colonisateur, en gros, ça rassure. Ils ont de l'argent, ils achètent des armes, etc. Et puis les autres, c'est des Arabes, c'est des musulmans, c'est des pauvres, etc. Donc ils comptent pas pareil. Hein. Mais vous savez, je prends juste un exemple sur l'Algérie 1945, massacre à Sétif. Vous avez quelques nationalistes algériens qui disent, excusez-nous, vous nous avez dit que si la guerre est gagnée, on aura l'indépendance.
Non, paf, ça tire, 15 morts, machin, ils égorgent 10 Européens, et en retour, les Français vont massacrer en 3 mois près de 40 000 personnes à Sétif. Donc, comment dire, il y a un espèce de biais. Enfin, par exemple, la France, on est un pays colonisateur. On a colonisé tout un tas de régions, on a tué tout un tas de gens, il y a eu des crimes de guerre, voire contre l'humanité. On a enfumé des populations entières dans les grottes en Algérie en 1830, etc. Donc, je pense qu'il y a un prisme de lecture du conflit israélo-palestinien qui est, quelque part, une espèce de sympathie avec le colonisateur, qui est odieuse. Hein. Mais, et pour aller plus loin dans ce que vous dites, à un moment donné, il faut aussi diversifier la sociologie des journalistes parce que dans le recrutement des médias en France, l'autre jour, on regardait une photo de la rédaction du Nouvel Obs, mais c'est pareil au Monde. Vous avez 100 personnes, il y a 100 blancs. Alors, j'ai rien contre les blancs, moi je suis blanc, hein, mais en termes de sociologie, alors, enfants de la bourgeoisie bien formés dans les grandes écoles, parce que la France c'est comme ça, ils sont tous blancs, il n'y a pas de gens des quartiers, ou quasiment pas, des gens issus de l'immigration très peu aussi, alors, tu as pas de raison, hein, mais c'est un vrai biais. Et donc, moi, j'arrête pas de voir des médias, comment dire, on vous dit ça chauffe dans les banlieues. Je prends un garde du corps, c'est comment, c'est où, je sais pas y aller moi, le RER, comment ça s'appelle bon. Donc c'est ça, les rédactions en France, elles sont extrêmement. Non. Il a fait un bouquin qui s'appelle C'est con journaliste. C'est intéressant, donc il explique qu'en fait, un journaliste qui veut faire son travail, il est complètement coupé de tout moyen. En fait. On lui dit, bah, écoute, non, lui il a été envoyé au début du conflit syrien. Et il a dit, bon, bah, j'y vais, il y a ses réactions, j'y vais, je trouve le truc, ouais, vas-y, machin. Une fois qu'il est sur place, il dit, bon, bah, j'ai besoin de temps pour un guide, j'ai besoin de temps pour mes moyens de subsistance. Ah oui. Ah, il dit, maintenant, il n'y a pas de moyens. Qu'est-ce que tu veux, soit tu rentres, soit tu restes là-bas, mais il n'y a pas. En zone de guerre, tu n'as pas de sous. Il y a une autre censure très classique, c'est de demander aux journalistes de faire 2 papiers par jour. Alors ça, c'est un super technique. Vous lui dites, tu me fais 2 papiers par jour, il ne peut rien enquêter, il faut faire 2 papiers par jour. Donc, il passe son temps à recopier des conneries vite fait et il n'enquête jamais. Première demande d'un journaliste, c'est laissez-moi une semaine, j'ai besoin de gratter un sujet. Et là, dans la plupart des médias, notamment les chaînes d'infos, mais pas que, on va lui dire, ah ben non, c'est trop cher. Non, mais là, c'est pas que c'est trop cher. C'est qu'il va trouver des choses qu'il ne peut pas trouver. Voilà, ben non, mais donc on va lui dire, on ne peut pas donner de l'argent pour faire ce travail. C'est la première censure, c'est la censure économique sur l'info. Non, donc c'est pas gagné, hein, je suis d'accord avec vous. Mais comment vous voyez le développement de médias comme le vôtre? Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être davantage collaborer pour unir vos forces et peut-être avoir plus de moyens? Alors, il y a beaucoup de débats en France sur est-ce que les médias indépendants ne devraient pas tous se donner la main. Alors, souvent, ça vient des citoyens qui nous disent mais alors, pourquoi vous êtes tous chacun dans votre coin? Ouais, parce que s'ils en aiment plusieurs, peut-être qu'ils se disent est-ce que je donne des sous à celui-ci? Voilà, alors il y a le problème de vous comprenez bien que je ne peux pas m'abonner à Blast, plus le média, plus la affiliation, plus machin, plus truc, etc. Bon, ça je comprends, c'est évident. Du coup, par exemple, quelqu'un comme Daniel Schneiderman a tenté de faire une espèce de plateforme globale où on dit aux médias indépendants venez tous. On demande aux gens de payer, je ne sais pas moi, 5 ou 8 francs, 8 euros par mois et ils ont accès à tous les médias indés. Sauf que ça pose une question, c'est comment vous allez expliquer à Edoui Plenel que les 11 balles de l'abonnement Mediapart, finalement, ça va être que 8, mais sur les 8 euros, en fait, il va en toucher que 1 ou 2. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ou alors, on dit aux gens, bah, en fait, si tu vas voir tous les médias indépendants, ça va te coûter 80 euros par mois. On va parler qu'aux riches. Donc, il y a ce problème quand même de répartition du gâteau, donc ce n'est pas évident. Et sinon, faire des trucs en coopération, bah, moi, je pense qu'il faudrait. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de conflits dans les médias indépendants, notamment de gauche en France. Enfin, c'est épouvantable le niveau de conflit, mais c'est aussi un truc d'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous tellement sur nos nombrils. Le moindre dispute à quelqu'un, on va publier le texto qu'il nous a envoyé pour dire, tu vois, quel connard. Alors évidemment, ça fout le bordel. Bon, je vous fais court, mais il y a aussi un certain enfantillage de la presse, y compris de la presse indépendante, à entretenir des conflits, à mon avis, pas indispensables, qui discréditent les médias indés et dont les citoyens n'ont strictement rien à faire. C'est pas obligatoire quand soit Aude Lancelin quitte le média, soit Denis Robert part pour créer Blast, ce n'est pas obligatoire de créer un conflit public avec recours au prud'homme, 120 000 balles d'indemnité avec l'argent des citoyens pour qu'ils puissent partir avec son indemnité. Enfin, on peut peut-être aussi se parler en bonne intelligence. Bon, ça ne s'est pas fait, je vous fais court. Donc je pense que voilà, il faut coopérer, se respecter les uns les autres. On peut arriver à vivre tous ensemble si on fonctionne bien, mais on est aussi dans une époque où je trouve que ça s'envenime vite, des fois pour des conneries. Donc oui, il faut que les médias indépendants travaillent intelligemment, mais le Fonds pour une presse libre lancé par un ancien de Mediapart qui essaie de lever de l'argent pour les médias indés a réussi quand même à faire des trucs, à faire se parler 80 médias indépendants en France qui arrivent à coopérer de temps en temps. Enfin, tout ça va être long. Quant à tous se marier, parce que des fois les gens nous disent mais pourquoi vous ne vous mariez pas tous? Alors il faut savoir qu'en fait les médias indés sont créés par des gens qui ont un peu un parcours, une histoire et qu'ils ne sont pas forcément tous, comment dire, disposés.
ils ont des nuances, quoi. Ce que vous dites sur Denis Robert, par exemple, bon, bah voilà, est-ce que tout le monde a envie de se marier avec lui? Bah, il y a des gens qui vont trouver que non, parce qu'il y a eu ce truc-là. Par exemple, Arrêt sur Image, toutes leurs vidéos, elles sont réservées aux abonnés. Nous, on fait un pari différent. On décide qu'on met tout en accès libre sur YouTube et qu'on fait confiance aux citoyens pour financer. Donc, ce n'est pas du tout le même modèle. Je ne parle même pas des lignes éditoriales qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Moi, je pense, par exemple, qu'on n'a pas signé une pétition pour dire il faut la victoire du nouveau Front populaire. Je pense que ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste de signer une pétition comme ça. Donc, moi, je ne la signe pas. Ou voilà. D'autres la signent. Moi, je veux bien signer des pétitions pour dire il faut déverrouiller et que l'information puisse être libre. Mais nous, on n'a pas à dire aux gens que tel choix politique faut faire. On doit apporter des infos. Donc, voilà, une petite nuance. Donc, c'est un écosystème, voilà, les médias indépendants. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Mais... peut-être votre presse est moins pourrie que la nôtre, quand même. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un degré de pourrissement. En tout cas, quand on lit votre livre, on peut se dire « Ah, en Suisse, il y a un système politique qui est moins vertical. » Alors, peut-être qu'on peut penser que c'est moins impressionnant, mais sinon, les autres biais que vous pointez, enfin, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes. Aujourd'hui, on a... sport et un patronat beaucoup plus piqué. Il y a quand le peuple a pu avoir sa presse qui lui disait la vérité, c'est d'ailleurs la parole d'armes. Et pourquoi ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, l'essentiel de la presse française des années 50-60, en tout cas les titres prestigieux, était quand même plutôt anticolonialiste, c'était plutôt de gauche, et d'ailleurs toutes les enquêtes montrent que les journalistes sont beaucoup plus à gauche que leurs lecteurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils perdent des lecteurs. Voilà, donc moi je suis face à ces paradoxes et je n'insinue rien du tout, mais je veux dire que je n'ai jamais entendu de réponse très honnête à ce paradoxe. Et si je vous la pose, c'est que tout à l'heure, quand je suis venu, je m'attendais à tomber sur un épouvantable complotiste langue de bois dans une salle archi-comble, et je vois une salle vide, mais avec un orateur qui est un jeune homme plein de verbe et d'ouverture d'esprit, très imprévisible dans ses opinions. Donc je suis ravi. Vous êtes très gentil avec mon âge. Je suis curieux de lire vos livres. Vous n'êtes pas facilement classable politiquement. C'est le but. Donc, je vous pose cette question, malgré tout, il y a beaucoup de thèses sur les médias asservis au grand capital qui me semblent des thèses un peu légères auxquelles on peut présenter effectivement des objections qui mènent au paradoxe. Juste sur ce que vous me dites sur les grands médias, les grands journaux français, on va dire un peu de contre-pouvoir de gauche des années 60, hein, pour faire court, qui existent moins aujourd'hui. Alors, moi, je ne pense pas que cette presse est morte. Je pense qu'elle renaît dans les médias indépendants. Ces espèces de positions éditoriales assez critiques à l'égard des puissants, qu'ils soient de l'argent ou de la politique, sont aujourd'hui dans les médias indépendants. Alors, si après votre question, c'est pourquoi Libération et l'Humanité, par exemple, font plus ce boulot, je fais court. Bah, Libération, ils ont foiré leur lectorat, ils ont raté le virage du numérique, donc ils sont tombés entre les mains d'un puissant actionnaire qui les sauve à coup de subvention. Bon. Et l'Humanité, je pense qu'ils n'ont pas énormément de lecteurs. Ma lecture à moi, c'est que je pense que peut-être bon, il y a déjà une question politiquement culturelle de fond sur le communisme. Est-ce que le communisme est l'avenir du monde? J'ai un doute. Et par ailleurs, est-ce que la ligne éditoriale de l'UMA n'est pas... je ne sais pas comment dire. Je pense qu'il faut moderniser les lignes. Vous m'avez bien compris pour l'essentiel, mais je ne veux pas dire que l'Humanité pourrait continuer à avoir le lectorat qu'il avait avec les grandes fêtes populaires et que le Parti communiste pourrait continuer à avoir 20% des voix. Je dis que si ce n'est lui, c'est donc ton frère, ça pourrait être un parti écologiste, ou ça pourrait être le Parti socialiste, ou ça pourrait être le Front National. Mais je veux dire, il n'y a plus ce genre de presse de parti et ce genre de presse indépendante du grand capital. Bah, je nuancerai parce que je peux vous citer 10 sites d'infos indépendants qui sont créés en France depuis 10 ans et qui ont un lectorat qui augmente beaucoup. Je pense à, par exemple, Reporter, le média de l'écologie, 30 000 donateurs, 200 000 euros de dons par mois, 30 journalistes. Ça devient un média qui pèse en France. Je suis désolé, en termes de lectorat, c'est important. Alors, tout va bien. Non, tout va pas bien, ils sont petits, mais il y a une lueur d'espoir. Cette presse existe, si vous voulez. Alors, pas sous forme d'un journal qu'on va au kiosque, hein, parce que le monde a changé, donc ils font des sites internet, c'est moins cher, etc. Mais ces gens trouvent un certain public. Donc, je pense qu'il y a une presse de résistance et de contre-pouvoir. Voilà, elle n'est pas majoritaire, elle existe.
Mais bon, bah voilà, l'UMA et Libération n'étaient pas non plus majoritaires. Juste un détail sur Libération, quand ça se crée dans les années 70 en France, c'est un journal d'une radicalité qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, en 90, quand je suis étudiant en journalisme, mon prof de journalisme, il s'appelle Alain Frilet. C'est un journaliste de Libération. Et vous savez comment il a commencé dans sa jeunesse, Alain Frilet? Il porte des bombes pour le IRA et le Irish Republican Army, okay, les résistants irlandais. Donc, Frilet et Georges Chalandon, qui est maintenant au Canard enchaîné, ces deux mecs qui, à 25 ans, sont engagés quasiment dans le mouvement politique irlandais, mais qu'on appellerait aujourd'hui terroristes. C'est des combattants de gauche ultra radicaux. Et puis, ils vont sortir du terrorisme et faire du journalisme. Et il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas sûr que demain soit de gauche. Non, peu importe. En tout cas, ils sont dans un truc complètement radical politiquement, très engagé. Il n'y a aucun problème. Libération, c'est même c'est leur orgueil d'avoir eu des gens comme ça. Et puis, ça s'est complètement banalisé. Ça a été racheté par un puissant actionnaire. Puis maintenant, ça s'est normalisé. Mais c'est pour dire que Libération, par exemple, est devenu un journal important en France, fondé par des gens extrêmement radicaux. Les médias indés aujourd'hui qui se créent sont créés par des gens assez radicaux qui prétendent bousculer le système, alors avec des nuances, comme vous disiez, après on peut discuter de chaque média, etc. Mais non, il y a une presse de révolte en France, simplement, elle n'est pas aidée par le pouvoir politique, on est sous un président qui, quand même, est très ami des milliardaires de la presse et qui n'a pas du tout envie que ça se développe, qui nous pond des lois secret des affaires, qui nous mettent en menace d'avoir des procès, et qui, en termes de financement, ne nous aide absolument pas. Il a fallu que Plenel se batte 2 ans pour demander qu'on ait une TVA aussi réduite que les journaux des milliardaires. Il était plus taxé avec son Mediapart que les journaux des milliardaires. Donc, bon, c'est un combat, quoi. C'est une guerre. C'est pas gagné, mais on avance. Et je pense que voilà, je pense qu'on est un grain de sable dans la chaussure des puissants de l'information. Enfin, en tout cas, je l'espère. Sinon, moi, je deviens chauffeur de taxi. Ouais. Il y a des livres, c'est pas le cas. Il y a une question dans la salle. Il y a des livres. Allez-y pour la question, oui. Oui, c'est dommage que les médias indépendants ne se réunissent pas pour des actions plus importantes que juste ouvrir des informations, parce que là, on est, c'est quand même grave. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que, après mon observation, derrière chaque média indépendant, il y a quand même des ambitions personnelles. Il y a aussi la question d'argent. Et ça empêche de vous réunir tous pour faire des actions comme des manifestations devant la télévision suisse romande, les TF1 en France, ou de poursuivre en justice des journalistes qui sont des criminels. Ce sont des criminels, ce sont des collabos, ce sont des qui font la propagande des guerres de manière collective, ou faire des choses ensemble. Je trouve que cette division qui est très typique pour l'esprit capitaliste empêche d'avancer de manière plus efficace. Alors, je nuancerai un tout petit peu, je vous donne un exemple. Il y a 1 an, le président Macron, qui s'aborde l'information depuis 7 ans en France, dit, comme il fait toujours, ah, ça serait intéressant de faire des états généraux de l'information pour essayer de voir les problèmes et de les régler, etc. Donc, il nous fait un gros cinéma comme pendant les Gilets jaunes. C'était tellement ridicule que 80 médias indépendants français se regroupent dans une initiative où on dit c'est pas possible de laisser faire ça, on va créer les états généraux de la presse indépendante. Donc l'autre, il veut faire ses états généraux de Macron, où il a réussi à attraper le patron de RSF dans son jeu. Ils font de la communication. Et nous, la semaine d'après, on dit bah nous, on fait les états généraux de la presse indépendante. Donc ils ont l'air cons. Ils disent bah vous avez qu'à intégrer nos états généraux du gouvernement, ça sera mieux. On fait non, mais nous, on est indépendants, on vous emmerde, donc on va faire le truc de notre côté. Et qu'est-ce qu'on fait à 80 sites d'infos? On propose 60 propositions pour changer la loi en France et que les choses aillent mieux. Alors évidemment, autant vous dire, c'est comme si on avait craché dans un violon, tout le monde s'en fout. Mais on a mis sur la place publique 80 propositions et 80 médias indépendants se sont mis d'accord sur ces 80 propositions. Bon, je vous avouerai que voilà, je ne sais pas si c'est très utile, mais parfois on est capable de porter une voix. Après, on dépend surtout pour notre puissance de si les gens financent ou pas. Une anecdote. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'étais à un mariage où il y avait, entre autres, Edwy Plenel. Éloigné. Et puis, il y avait l'ex d'Edwy Plenel avec son nouveau copain qui, lui, a un 68 ans indécrottable, resté dans ses slogans de Nanterre. Je l'ai trouvé très sympathique et très intelligent, mais enfin, c'est comme ça que j'ai perçu. Alors, il m'a dit tout le mal qu'il pensait de Daniel Cohn-Bendit. Alors, oui, on peut dire qu'un Daniel Cohn-Bendit est un vendu, peut-être, moi je ne le crois pas, on peut le dire. Mais le fait que Macron et Cohn-Bendit soient tués chemise, ça infirme un peu la thèse que l'actuel président de la République ne ferait qu'avec des salauds d'extrême droite ou le grand patronat. Moi, je crois que Daniel Cohn-Bendit, qui était quand même le grand leader révolutionnaire, en tout cas. Ça fait quelques années. Hein.
Je suis d'accord, je suis d'accord, ça fait quelques années. Pourquoi il a changé? Je ne crois pas qu'il ait changé parce qu'il est au-dessus. Ouais. Et je ne crois pas qu'il fasse plus compte que vous et moi. Donc je veux dire, il a le droit d'avoir évolué dans ses idées. Et il a le droit de penser différemment de vous et moi, de la politique, du président, de la presse et des États généraux. Alors, ouais, enfin, moi, Cohn-Bendit, moi, je le connais pas. Il fait sa vie et j'ai rien contre lui ni pour lui. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui préside la France et qui abîme la démocratie. Voilà, c'est notre combat prioritaire. Donc, et d'ailleurs, on nous dit souvent, vous êtes obsédé par Macron. Enfin, moi, ça serait un autre. Nous, c'est le pouvoir qui nous intéresse. Et d'ailleurs, pas que le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir des grandes entreprises avec nos tout petits moyens. Et on continuera à les interroger. Demain, ça sera plus Macron. Il sera parti en Amérique aller chercher ses sous planqués dans un paradis fiscal, pardon. Donc, voilà, ça sera quelqu'un d'autre. Et on essaiera de continuer à faire le boulot. Après, moi, je rentre pas dans un tel qui a changé d'option, qui parle au président, on s'en fout. Nous, on essaie de faire des analyses un peu systémiques de ce qui dysfonctionne et pas de cibler des gens. Je prends une toute petite parenthèse, par exemple, l'émission Complément d'enquête sur France 2, qui met des très bons sujets, dernièrement, a pris un peu l'habitude de faire des portraits de personnages. Alors, c'est bien, ils font Depardieu, on en a entendu parler récemment, ils font Cyril Hanouna et tout, ça cartonne, c'est bien, mais moi, j'ai pas tellement envie de consacrer 6 mois d'enquête à éclairer ou démonter un personnage. Je pense que c'est un peu facile et c'est pas le sujet. Il y a des cons partout et tout ça. Donc c'est plutôt, on essaie nous, avec nos petits moyens, de démonter des dysfonctionnements démocratiques dans lesquels plein d'êtres humains peuvent être impliqués à différents degrés. Et c'est pas, on n'a pas pour objectif de cibler des gens. Et quand on travaille sur Macron, c'est même pas tellement Macron le problème, c'est son mode de gouvernance. C'est quand il ouvre la France aux GAFAM américains pour venir faire du business chez nous et sacrifier des milliers d'emplois, bon, ben là, ça pose question. Voilà. Quand le président ne défend pas l'intérêt général, ou de notre point de vue, il y a un problème. Après, voilà, c'est pas une question de personne. Oui, si vous parlez de problème systémique, Macron est issu du gouvernement Hollande. Oui, enfin, avant ça, il était 3 ans à la Banque Rothschild, banquier d'affaires, il faisait des fusions industrielles. Vous avez la fille de Régis Debray et trader à Wall Street. Donc, je veux dire, et je ne pense pas qu'elle le fasse uniquement pour le fric. Peut-être qu'elle en a, je crois qu'elle a écrit un livre, je n'ai jamais lu, que surtout, elle en a marre des intellectuels de gauche. Elle a des soignés à Wall Street pour plus longtemps avec son papa, j'ai l'impression, et Che Guevara. Donc, il faudrait peut-être. Il y a d'autres manières d'analyser ce qui. Mais je serais toujours ouvert à votre manière. C'est gentil. Non, pour finir, un mot sur Macron et Rothschild. Moi, j'ai rien contre les banquiers d'affaires. Il peut être chez Rothschild, qui font des fusions-acquisitions, c'est pas le sujet. C'est juste que c'est quoi sa casquette? C'est-à-dire, soit il est banquier chez Rothschild, très bien, soit il est président de la France. Quand vous êtes président d'un État, vous vous occupez des citoyens de cet État dans l'intérêt général. Moi, le sentiment qu'on a quand on enquête sur Macron, c'est qu'il est resté en fait banquier d'affaires, qu'il se comporte comme un banquier d'affaires au cœur de l'État et qu'il aide telle ou telle industrie, telle ou telle compagnie maritime de son secrétaire général. Enfin, on se dit, mais nous, les citoyens, voilà, on pèse pas. Comment est-ce qu'on peut un peu renouveler cette classe journalistique? Enfin, je vais prendre un exemple. Moi, quand je vois les infos, j'ai l'impression d'avoir des gens qui sont dans un... Enfin, pas l'impression, c'est des gens qui sont dans un entre-soi, qui sont toujours invités à voir qu'ils ont leur ronde serviette. Je vous confirme. Un écharpe rouge de Christophe Barbier sur BFM TV. Depuis 10 ans. De leur côté d'Alain Duhamel, qu'on voit depuis 50 ans tout le temps. Ça y est, il va partir. Souvent, ils parlent de sujets sans inviter les personnes concernées par les sujets dont ils parlent. Enfin, régulièrement, ils tapent sur les personnes de profession musulmane, sur les femmes voilées, sans les inviter, leur demander leur avis. Enfin, comment est-ce qu'on peut un peu sortir de ça et avoir un peu plus de diversité dans les médias? Avec la télécommande. Vous appuyez sur un bouton rouge au bout de la télécommande, c'est j'éteins. Non, mais enfin, c'est con, hein, individuellement, on ne peut rien faire, mais c'est un peu comme dans la politique, on peut voter. Souvent, les gens nous disent, bah, toi, ton travail de citoyen, ton rôle, c'est que tu votes une fois tous les 5 ans. Puis après, ferme ta gueule parce que tu me déranges. Mais par contre, il faut que tu votes. Alors, si tu ne votes pas, ça, on est des cons. Et pendant 5 ans, par contre, tais-toi. Bon, donc nous, on doit résister à ça. Donc, on doit faire quoi? On doit se dire déjà, j'ai un portefeuille. Qu'est-ce que j'achète? Comment je dépense mon argent? C'est hyper important. Ça modèle l'économie. Est-ce que j'achète du bio, de l'industriel? Est-ce que je voyage en avion? Bon. Et puis, sur ça, c'est vraiment, mais comment je m'informe? Si demain, les gens disent, bah, ce média, il m'énerve, il est pourri, j'ai plus envie de le regarder, encore une fois, le média, il croule. Ah, il y a toujours des cons qui le regardent, c'est compliqué, mais en vrai, on a un pouvoir très important en tant que public. Et voilà, et donc, est-ce qu'on regarde, moi, je regarde plus 20 heures, par exemple. Les journaux de 20 heures, c'est devenu insupportable. C'est soit on monte en épingle les faits divers, soit on est biaisé dans les regards, soit on nous fait du tourisme à 2 balles qui ne veut rien dire, mais c'est insupportable. Ils ont quand même 300 journalistes payés pour France 2 par nos impôts et pour TF1 par la pub. Mais enfin, c'est pas possible d'avoir des JT d'une telle médiocrité en France. Donc, on ne les regarde plus. Alors après,
encore une fois, ça ne marche que si on est des millions, hein, mais je pense quand même qu'on peut peser en tant que population. Et souvent, ils nous font croire qu'en fait, on pèse pas lourd, qu'ils sont puissants, on croit toujours que tout ce que tu veux. Bon, quand les Gilets jaunes ont commencé à marcher vers l'Élysée en 2018, je veux dire que le président, il a flippé, il a appelé un hélicoptère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les policiers disent, on a eu peur que les grilles de l'Élysée cèdent devant la pression de la population. Donc en fait, on est fort. Mais tout leur travail à eux, c'est de nous faire croire qu'on n'est pas fort, que nous culpabiliser, vous profitez des aides sociales, vous abusez du chômage, et puis si possible, nous diviser, parce qu'après les Gilets jaunes aussi, ces grands médias ont fait tout un travail pour essayer de fracasser, en fait, les Gilets jaunes, c'est terrible pour cette oligarchie, parce qu'il y avait l'extrême gauche et l'extrême droite, et les pauvres et les campagnards dans les rues. Tout le monde était ensemble pour dire c'est ceux d'en haut qui nous traitent pas bien. Bon. Et donc, moi, je pense qu'il y a une stratégie ensuite, notamment mise en œuvre par Bolloré avec Zemmour en 2019, qui consistait à dire, alors à partir de maintenant, les méchants, c'est plus les gens qui nous dirigent, c'est les gens qui sont bronzés. Donc, on a dirigé la colère d'une partie de la population vers une autre partie. En fait, c'est le pauvre d'à côté qui te martyrise parce qu'il prend des aides sociales et donc c'est lui l'ennemi. Bon. Et vous avez en France 40% des gens qui croient que c'est vrai, donc qui se retournent contre les étrangers. Donc, c'est un risque de guerre civile, c'est poussé par un certain nombre de médias, Zemmour et d'autres. Et c'est une stratégie pour diviser la population, de ceux qui sont au-dessus, qui sont bien installés, qui n'ont pas envie qu'on les bouscule. Donc, on est dans cette phase-là en France actuellement. Vous avez une bonne partie de la population qui commence à diriger sa colère légitime, hein, parce que la colère des gens et les souffrances déclenchent des colères légitimes, simplement. Il est absolument stratégique pour les propriétaires des médias de détourner cette colère vers des cibles qui ne sont pas les bonnes, à mon avis, quoi. On parle souvent des tapés au portefeuille et tout, mais c'est vrai que c'est plus une question d'audimat et d'audience que c'est une question financière, parce qu'en fait... Ils sont très sensibles à ça. Hein. Oui, ils sont sensibles, mais d'un autre côté, on voit c'est des gouffres financiers, en fait. C'est comme mal gérer leur argent, ils font que rajouter... Ils subventionnent à perte les médias, ils s'en foutent. Donc, quelque chose qui leur a... Donc là, c'est le côté sensible, on contrôle toujours la demande à avoir un rendement sur l'activité et tout ça, sauf pour la presse. On voit bien que la presse, ils achètent aussi autre chose. Et que c'est pas... Ils sont prêts à perdre de l'argent. Encore avec Bolloré, qui est aussi propriétaire de maison d'édition et qui avait une espèce de mine d'or chez Fayard avec le livre d'Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, un livre en impression à la demande à 40 € que les libraires achètent et ne peuvent pas retourner et tout, ils pouvaient en imprimer autant qu'ils voulaient, en imprimer dans toute la France. Il a préféré le retirer de son catalogue. Aujourd'hui, finalement, ça sert à des éditions indépendantes, puisque la fabrique a récupéré et le vend à 20 €. Donc en fait, c'est pas qu'une question de censure, il aurait pu le garder et entraver d'une certaine manière. C'est pas qu'une question de... Là, vraiment, il pouvait faire de l'argent avec ça au fond, qu'est-ce que ça aurait changé? Ce ne sont pas que des gens de business. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour préserver un business plus large, voire un combat civilisationnel, dans le cas de Bolloré, il est prêt à perdre des millions d'euros pour faire de la propagande, pour garantir son système. Donc oui, ils sont prêts à perdre de l'argent, bien sûr. Pas se dire qu'on va leur faire perdre de l'argent en regardant leur télé, en regardant... Oui, attends. Ok. Donc, si on ne les regarde plus, leurs médias ne vont plus être regardés, donc ils n'auront plus d'annonceurs publicitaires, donc ils vont perdre de l'argent pour rien parce que personne ne va regarder. Toi, tu dis, ça ne leur fait rien. Non. Oui, ça va leur faire perdre de l'argent et ils s'en foutent, ils vont continuer à être de l'argent dans leurs médias, mais là où ça ne marchera plus, c'est que du coup, ils n'auront plus d'influence. Si on ne les regarde plus, eux c'est l'influence qu'ils achètent auprès des politiques et auprès de l'opinion. Si les médias... Alors, ce qui est terrible, c'est qu'ils s'arrangent toujours pour qu'évidemment, leurs marques ne deviennent pas trop pourries, sinon plus tout le monde s'en va, ça ne vaut plus rien. Donc, ils recrutent des journalistes de talent pour maintenir un minimum quand même d'attrait, etc. Paris Match, Bernard Arnault demain ne va pas en faire une sous-merde que personne n'achète, sinon ça ne marche plus. Donc il faut quand même garder des photographes, des gens talentueux et donner l'impression qu'on ambiance un peu la galerie, mais surtout en dérangeant pas, quoi. Alors qu'ils avançaient tous un peu masqués, et quand Bolloré arrive, il étale sa propagande d'extrême droite comme ça dans les médias, et malgré tout, il se fait même sabrer une chaîne par la com et tout, mais malgré ça, ça risque de survivre encore longtemps. On a été très naïfs. Moi, je pensais il y a 5 ans qu'il serait gêné par des articles dans la presse racontant qu'il censurait. Le mec, il s'en fout, il s'est dit super, ça va faire un exemple. Moi, je crie partout. Enfin, comment il peut acheter le silence des journalistes, c'est scandaleux, contre 150 000 €. Le mec, il dit c'est pas grave, je te tape au tribunal, tu me rembourses 150 000 balles et les 800 autres consignés, ils vont être terrorisés et ça marche. Donc, moi, je crie en disant il étouffe les journalistes et lui, il dit ouais. Et le premier qui parle, je lui reprends la thune. Bon, tout le monde se tait. Donc, et sur les sous, il ne faut pas être naïf. Bolloré ne fait pas que de l'argent. Il fait autre chose. Il a un projet politique. Voilà.
Donc ces gens ont des projets politiques, c'est pas interdit, c'est juste qu'ils utilisent des médias pour ça, dans une violation totale de toute règle déontologique. Bon, voilà, après, ils vont faire basculer la France à l'extrême droite. Hein. Moi, je pense que c'est en train de se passer. Hein. Faut être, Il y avait une question ici. Ouais. Vas-y, et après au fond. Moi, je voulais un peu sortir je voulais parler un peu, en voyant qu'est-ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, les massacres. Et vous, quand vous êtes un journaliste d'investigation qui a travaillé dans la décennie, dans les années 90, sur des moines de Tibérie, et vous avez votre livre, les moines de Tibérie. La sale guerre algérienne, oui. Ouais, sur les massacres des moines de Tibérie. Et je voulais que vous me faites un parallèle, en parallèle entre la couverture médiatique sur la décennie noire en Algérie et sur le génocide à Gaza. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, il y a quelque chose d'assez proche, c'est qu'il y avait une très grande difficulté d'accéder au territoire. Je fais court, mais sur la sale guerre algérienne 88-2000, quelques journalistes français sont autorisés à entrer, uniquement quand c'est des élections, pour faire un plateau, pour dire que voilà, enfin, on fait un peu de communication, mais surtout pas rester, surtout pas enquêter sur ce qui se passe. Je rappelle qu'en quelques années, vous avez donc 200 000 morts et 20 000 disparus. Donc, en fait, en vrai, on ne pouvait pas rentrer. Alors, ça ne se voyait pas parce que France 2 avait un envoyé spécial. Vous disiez, bah si, ils ont un envoyé spécial à Alger. Quand les militaires algériens ont fait le coup d'État, première chose qu'ils ont fait, où sont les journalistes français? On les met sous pression, on les terrorise, on leur monte des chantiers, il faut qu'ils dégagent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de nettoyer l'opposition algérienne, de nettoyer les islamistes avec de la violence d'État. Et donc, il ne fallait pas de témoins. Alors, les journalistes algériens, ils peuvent difficilement montrer ce qui se passe, ou alors on les tue d'une balle. Un journaliste français correspondant du Monde, c'est plus embêtant. Donc, on les a. Il restait genre. Les journalistes français, les journalistes engagés. Tous ceux qui dérangeaient ont été dégagés. Les journalistes algériens ont été mis sous pression, menacés de mort jusqu'à ce qu'ils dégagent. Et les correspondants étrangers, il fallait qu'ils s'en aillent. Donc, ça, les militaires algériens ont fait ça en 92. Et de fait, ils ont fermé l'accès. Moi, j'ai eu une fois un visa en 96 pour aller faire un sujet pour M6 qui avait l'air anodin. On a raconté n'importe quoi pour pouvoir rentrer. Après, moi, j'ai été interdit de séjour depuis 96 et j'ai jamais pu rentrer en Algérie. Donc, en vérité, ils ont verrouillé le territoire pour nettoyer à l'abri des regards indiscrets leur opposition, arrêter, torturer, massacrer. Je fais court. Bon, Gaza, c'est la même chose. Première chose qu'a fait Israël, on ferme les portes. C'est le premier réflexe d'un journaliste à qui on dit là, tu ne peux pas y aller. Premier réflexe, c'est de déclencher des moyens, d'envoyer des gens et d'y aller par tous les moyens. Nous, en Algérie, quand on était interdit de séjour, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on envoyait des Algériens clandestinement, c'est-à-dire qu'ils rentraient avec un visa, enfin avec un passeport algérien, et en fait, ils faisaient des enquêtes pour nous sur l'assassinat des chanteurs Lounès Matoub ou autres. Soit on attendait que des gens sortent, des gens des services secrets ou des maquis qui sortaient terrorisés par ce qu'ils avaient vu, on les récupérait en Europe et on les débriefait. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils nous racontaient. Mais donc, quand on nous interdit un territoire, on se dit là, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Donc, le premier réflexe du journaliste, c'est je ne peux pas y aller, ok, je veux y aller. Je trouve tous les moyens, je veux y aller. Bon. Et en l'occurrence, Gaza, la modernité fait que plein de gens filment à Gaza, donc il n'y a pas d'enjeu, à mon avis, majeur en termes d'infos. C'était le cas pendant la guerre algérienne, il y avait beaucoup d'intoxication sur la violence. Gaza, on sait qu'il y a des bombardements. Le seul débat, c'est Netanyahou, il dit « mais moi, je bombarde le Hamas », et les autres, ils disent « bah non, il y a 45 000 civils tués, dont plein d'enfants ». Donc, le débat, il n'est pas non plus majeur. On voit bien qu'il y a beaucoup de civils qui meurent et qui ne sont pas tous au Hamas, hein, surtout à 6 mois. Bon, voilà. Mais là, en fait, il empêche les journalistes étrangers d'entrer, ce qui est déjà un énorme scandale. Et je pense que les journalistes palestiniens sont ciblés. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une énorme volonté de Tsahal d'avoir des gens qui filment ce que fait Tsahal. Bon, 80 journalistes tués, je crois qu'on en est là. Enfin, c'est quand même un chiffre beaucoup plus que suspect, quoi. Depuis 48, on n'a jamais utilisé le mot terroriste pour ça, alors qu'ils tuent des enfants depuis 48. Alors que maintenant, Hamas, c'est des terroristes. Enfin, en tout cas, on en est à un stade. On a vu des. Ça veut dire que le média est en problème depuis très longtemps. Bien sûr. L'expérience en Algérie, pourquoi on n'apprend pas de l'expérience de l'Algérie? En tout cas, il y a eu beaucoup de journalistes tués. Il y a eu la balle dans la tête de je ne sais plus quel concert. Enfin, voilà, il y a eu des. Pendant une période de 10 ans, on a peut-être pu se dire, est-ce que le mec n'a pas fait exprès? Bon, aujourd'hui, on voit bien que les journalistes semblent quand même assez ciblés à Gaza, je fais court. En Algérie, c'était différent, c'est qu'il y avait un très gros enjeu d'intoxication, je fais court, mais vous vous souvenez qu'il y avait une très grande violence attribuée aux islamistes, hein, attentats, massacres, etc. Donc, les médias occidentaux nous disaient, les islamistes massacrent leur peuple. Bon, français notamment, principalement.
Et en fait, c'était quand même un peu bizarre que des groupes armés d'opposition qui avaient pris le maquis massacrent la population, parce que vous le savez, depuis Régis Debray, puisqu'on en parlait, pour vivre dans le maquis, il faut être comme un poisson dans l'eau avec la population, autrement dit être nourri par la population, voire protégé par la population, et donc vous n'avez pas massacré la population, sinon vous videz l'eau du bocal dans lequel vous êtes installé. C'est des techniques de guérilla classiques. Et donc tous les médias nous disaient, les islamistes massacrent la population. Donc on a un peu soulevé le couvercle, essayé de comprendre, et on a découvert qu'en fait, les militaires algériens qui avaient repris le pouvoir par un coup d'État avaient besoin d'une opposition radicalisée, violente, discréditée aux yeux de l'Occident, quitte à infiltrer des agents secrets dans les groupes des maquis pour les pousser à massacrer, commettre des attentats, menacer les intérêts français, pour pouvoir dire à l'Occident, vous voyez bien qu'on est face à des monstres, il faut nous soutenir. Bon, je vous fais court, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y avait quand même un très gros enjeu, où on a découvert qu'en fait, derrière cette violence, il y avait évidemment des maquis islamistes armés, c'est vrai, mais il y avait aussi des agents secrets algériens et des stratégies de services secrets algériens pour manipuler cette violence qui servait les intérêts des généraux pour qu'ils continuent à garder la main sur la rente pétrolière. Je fais court. Et donc, le point commun, c'est la fermeture du territoire, première décision d'un système. Pour les intérêts de la France. Aussi la France qui était complice et qui a laissé tuer ses ressortissants, comme les moines de Tibérine, etc., en interdisant toute enquête. Donc, voilà, donc... Mais ces généraux, c'est quand même les héritiers des glorieux combattants de l'indépendance contre le colonialisme. C'est pas si simple, c'est pas si simple, c'est pas si simple. C'est le Hezb al-Fransa, comme on dit en Algérie. C'est des gens dont beaucoup ont combattu du côté des Français. Ils ont trahi leur propre peuple en 54, 58, et qui, quand l'indépendance arrive, ils sont un peu embêtés, parce qu'ils ont été du côté des Français, et ils vont reprendre le pouvoir dans les années 80. Donc, c'est souvent, enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais Nazar ou d'autres ont combattu du côté des Français. Abdeljalil m'a regardé avec des gros yeux. Je crois qu'il faut qu'on arrête. Donc, on va devoir rendre l'antenne. Peut-être que vous pouvez encore discuter devant, sans problème, devant le stand. Devant les livres. C'est un union et il faut agir parce que là, on est dans le fascisme, encore une fois pas, et on est dans un système totalitaire avec toutes les conséquences que ça implique. Et en plus, avec la technologie aujourd'hui, on ne va pas faire. On a vu très bien ce qui s'est passé avec la crise Covid. Et puis, ça serait bien si les médias indépendants se mettent pour divergence de trouver et qui unissent aussi au public tous ensemble, créer un bloc, créer la cohésion des gens et puis de mener des actions, des manifestations, des actions en justice et puis de développer ces activités. Je sais que ce n'est pas payant. Si on veut avancer, il faut faire quelque chose. Je suis d'accord avec vous et en ce qui nous concerne à Off Investigation, on fait tout pour apaiser les éventuelles petites frictions entre médias indépendants, se tendre la main, répéter en permanence qu'on est tous en train de faire un travail utile, même si on n'est pas tous les mêmes, et faire passer cette idée qu'il faut effectivement qu'on soit tous solidaires et unis. Juste pour info, l'année dernière, par exemple, nos amis de Reporters nous ont dit on a beaucoup de donateurs, on a un peu trop d'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire? On aimerait bien produire un documentaire. On leur a dit, bah, super, on va le faire ensemble. Et on a fait des documentaires sur l'écologie en France et sur les méga-bassines et sur des manifestations. Voilà. Donc oui, on essaie de faire des ponts avec les autres. Donc je suis d'accord avec vous. Voilà, pour faire court. Bon, merci beaucoup. De rien. Vous êtes le moins dogmatique des complotismes.